Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le cabinet d'audit et de conseil Mazars, le cabinet de conseil en stratégie augmentée Weave et la compagnie de Falsbourg, développeur, constructeur et gestionnaire immobilier. Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours. Ce soir, nous accueillons l'empereur Patrick Ier de Pouyanné, souverain du 4e empire au monde, le Totalistan. Autrefois écuyer de Christophe II de Margerie, dit le bien-aimé et dit Big Moustache, qui l'éduqua et lui enseigna les règles de bienséance, qui fit de lui l'héritier évident du royaume qu'il laissa en décembre 2015. Celui dont je vous conte aujourd'hui l'histoire n'a pas toujours été l'empereur que vous connaissez. Il fut, dans sa jeunesse, le chef de tribu Patrick Bongo Pouyanné dans la lointaine province Angola dans le royaume Elphistan, avant de devenir l'émir El Pouyanné au Qataristan 2 ans plus tard. Que trépasse-t-il faibli ? Depuis l'an 2000, l'empereur veut découvrir moult contrées, veut conquérir le monde entier. Et sur les 130 pays de son royaume, le soleil ne se couche jamais. Patrick Ier de Pouyanné puise chez tous ses amis pour se faire tantôt Patrick Siegfried II au Danemarkistan, Patrick Shah de Pouyanné en Iranistan, Patrick Olois Castao Pouyanné du Brésilistan, et plus impressionnant encore, Tsar Patrick Patrikovitch Pouyanov au Russistan. L'empereur est puissant, mais l'empereur est seul. Car le peuple aime le pétrole, mais n'aime pas les pétroliers. Le peuple aime faire son plein, mais il s'en plaint. L'on entend souvent dire que lui et ses compagnons sont les rois du monde, que dans leur château, là-haut, ils s'ennuient, qu'ils ont du monde autour d'eux, mais qu'au fond, ils sont seuls, et qu'ils ne savent même pas ce qu'on pense d'eux en bas. Le peuple est persuadé que l'empereur ne pense qu'à ses 3,8 millions d'écus annuels et à ses relations diplomatiques. Mais que dis-je ? Vous êtes bien plus que Patrick Ier de Pouyanné. Vous êtes notre Saint Patrick. L'Évangile, selon Pouyanné, nous éclaire, lève le voile sur ce que vous faites. Nous prenons conscience que nous devons à Saint Patrick notre quotidien. Chaque tupperware en plastique, chaque plein d'essence, chaque interrupteur enclenché est une offrande à Saint Patrick. Nous avons tous foi en le totalisme et y vouons un culte total. Une voix nous répète d'ailleurs sans cesse, pour vous, notre énergie est inépuisable. Chaque achat est une nouvelle profession de foi. Plus que le pain et le vin, c'est l'électricité, c'est les smartphones, les chewing-gums, et ce sont même des emplois que vous nous offrez. Et petite particularité de cette si belle religion, c'est qu'elle nous offre tout cela en abondance. Louange à toi, sainte société de consommation. Et parce que Saint Patrick veut aider son prochain et que pour ce faire, il faut sauver l'environnement, il fait apparaître de nouveaux travaux, respectueux de tous. Le totalisme s'étend, innove et se verdit. Notre Saint Patrick rachète, non, que dis-je ? Il multiplie, il convertit les start-up de l'efficacité énergétique, des exploitants d'éoliennes et même les plus pêcheurs d'entre nous, des industriels de batterie. La force de sa parole ramène dans le chemin du totalisme les brebis les plus égarées. Le chapitre 2016 de l'Évangile selon Pouyanné nous rapporte l'épisode du miracle de Saint Patrick. Alors que le monde traverse une série de tensions diplomatiques, une crise du pétrole, le totalisme s'en sort à merveille et surclasse BP, Exxon et tous les autres faux prophètes pétroliers. Patrick, nous vous prions. Enfin, quand même, vous n'êtes pas un dieu comme les autres. Ça ne vous est pas tombé sur la tête, cette réussite, vous l'avez méritée. Vous avez forgé votre carrière tel un mineur de fond, à force d'acharnement. Après une classe préparatoire au lycée Montaigne à Bordeaux, vous intégrez Polytechnique à l'âge de 20 ans et finissez classé 11e au classement final pour intégrer ensuite l'école des mines. Quel talent, mais quel talent. Et quelle chance aussi que l'un des 10 classés avant vous se fût désisté pour entrer dans l'armée. Parce que sans cela, Dieu seul sait où vous eussiez abouti. Pour débuter votre carrière, vous choisissez d'être conseiller technique auprès d'Édouard Balladur pour le ministère de l'Environnement et de l'Industrie avant de rejoindre le cabinet de François Fillon pour les postes et télécoms. C'est votre talent qui vous mène ensuite chez Total. Mais cette ascension n'a pas été facile, d'autant que vous n'êtes pas apprécié de tous, car finalement ils ne vous connaissent pas. Vous êtes à la tête d'une entreprise dont le nom évoque des scandales, pétrole contre nourriture, AZF, l'Erika. Il y a aussi de nombreux collectifs qui contrecarrent vos projets, des pétitions, des appels à la résistance.
C'était le cas d'ailleurs pour votre projet de bioraffinerie sur le site de l'AMED, qui vous attribue, selon certains journaux, la palme du greenwashing. Vous semblez parfois être un peu seul contre tous, mon pauvre. Mais vous savez, moi je n'aime pas trop le pétrole, j'aime pas trop les hydrocarbures, les grands patrons, les riches patrons. J'aime pas voir les orang-outans mourir et les glaciers fondre. Moi, ce que je préfère, c'est les éoliennes, c'est les lapins qui courent, l'herbe verte, l'air pur, l'air frais. Alors au début, j'étais persuadée que j'allais vous détester. Mais à vrai dire, vous ne m'avez vraiment pas facilité la tâche. Vous êtes un grand patron, vous êtes un bon patron. Vous aimez vos équipes et elles vous le rendent bien, elles vous appellent même Papou. Alors, je me permets, Papou, dites-nous comment un homme comme vous peut-il être à la tête d'une entreprise aussi controversée? Bon débat à tous. Patrick Pouyanné, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Après la présentation que Julia vient de faire de vous, vous disposez d'un bref droit de réponse avant d'aborder les sujets de fond. Non, mais bonsoir d'abord, bonsoir à vous tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Julia a été parfaite, probablement le meilleur portrait qu'on ait fait de moi. Bon, c'était pas si impertinent que cela, pas totalement faux, mais non, j'ai pas droit de réponse à exercer. Donc bravo Julia pour votre talent. Je savais qu'en allant à l'ESSEC, j'allais aller de surprise en surprise. Je commence à ne pas être déçu. Très bien, passons directement au vif du sujet et commençons par votre parcours. Vous avez fait Polytechnique, vous êtes un ex-mine, vous êtes passé par les cabinets ministériels, vous avez fait carrière dans un groupe depuis 17 ans maintenant. Vous incarnez un 20 archétype... ans. 20 ans. 97. Vous incarnez un archétype du patronat français, l'autre figure étant celle de l'énarque grand commis de l'État, comme a pu l'être un Philippe Jaffray. Oui, mais les ingénieurs des mines, c'est bien mieux. Bien mieux qu'un Philippe Jaffray, énarque et grand commis de l'État. Bref. C'est lui qui m'a recruté. Quel regard portez-vous sur ce modèle français, finalement très homogène dans la formation des élites économiques de ce pays ? Enfin, en l'occurrence, comme vous l'avez dit, moi je suis rentré chez Total, j'avais 32, 33 ans, donc c'est chez Total que j'ai acquis ma légitimité, sans aucun doute, à devenir patron de ce groupe. Et d'ailleurs, c'est une constante de cette entreprise, puisque mes prédécesseurs aussi venaient de chez Total. Christophe de Margerie est rentré très jeune, et Thierry Desmarais à peu près au même âge que moi, puisque cette entreprise est notamment marquée par la très grande fidélité de ses salariés, de ses loyautés, et donc il y a 100 000 personnes qui travaillent dans ce groupe. Et donc, parmi les 100 000 talents, il y en a certains qui arrivent à accéder aux plus hautes fonctions. Donc, est-ce que c'est un archétype, je dirais, la France a un système de choix des élites, enfin de formation des élites, dont vous faites partie d'ailleurs au passage, et puisque je vous signale qu'il y a un ESSEC parmi le top 6 de Total. Donc, vous voyez, tout est possible, même pour les écoles de commerce, de venir chez Total. Momar Nguer, en plus il est sénégalais, vous voyez, comme quoi tout est vraiment possible, doublement possible. Donc s'il y en a dans la salle, vous pouvez venir. Mais il est rentré jeune, hein, il était après 2 ans d'expérience professionnelle. Il a fait un parcours. Donc il n'y a pas, mais en même temps, bon, on a un système de formation des élites qui est ce qu'il est. Qui a tendance à donner des chances à des gens. Après, si vous savez, c'est les qualités individuelles, les qualités personnelles. C'est pas parce qu'on est bon en maths ou en physique. J'ai pas beaucoup utilisé calculé intégral, triple depuis que je suis rentré dans la vie professionnelle, pour être honnête. Hein. Je crois que la seule chose que je dois faire, c'est faire des plus et des moins. Alors, je les fais plus vite que d'autres, oui, ça c'est vrai. Ça m'aide des fois dans les négociations. Mais à part cela, je veux dire, non, il faut la vie, la façon dont et notamment dans notre groupe, chez Total, les gens doivent faire leurs preuves. Et moi, je suis rentré chez Total jeune et je suis allé effectivement en Angola, au Qatar. Après, j'ai occupé divers postes. Et puis c'est comme ça. Après, vous travaillez, vous savez, on travaille. Chacun travaille le mieux possible en fonction, c'est la parabole des talents, en faisant les choses les mieux possible. Et puis après... eh bien, les gens vous observent et puis on peut avoir la chance ou non d'accéder à des hautes fonctions. Et dans un récent débat avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vous avez évoqué l'idée de quotas d'étudiants issus de filières professionnelles dans les grandes écoles. Est-ce que selon vous, ça participerait justement à une manière d'hétérogénéiser, d'ouvrir un peu ce modèle de formation des élites ? Oui, ça, je crois que c'est l'idée plus profonde. Je pense que ce qu'on observe aujourd'hui, ce que j'observe et on le voit bien dans les dernières élections qu'on a eues en France, vous avez fondamentalement des blocs qui s'affrontent
le bloc des vainqueurs de la mondialisation, le bloc des sachants, le bloc des élites, et puis des gens qui se sentent un peu au bord du chemin, dans des territoires périphériques, des jeunes. Et je crois que si on veut arriver à faire en sorte qu'on ne soit pas emporté par une espèce de populisme à tous les niveaux, et le système des grandes écoles en France est un système qui est régulièrement remis en cause parce que par son élitisme, par rapport à la plus grande part des jeunes qui vont dans les universités, qui ont moins de moyens financiers, je pense qu'il faut l'ouvrir. Je sais que c'est très compliqué. J'ai des débats, les associations d'anciens élèves en général sont assez arc-boutées sur l'idée que qu'est-ce que c'est que ces serviettes qu'on veut mélanger ou ces torchons avec les serviettes. Je pense qu'il faut dépasser tout cela. Il faut être capable, au contraire, de ceux qui réussissent, montrer qu'on s'ouvre. Et par ailleurs, l'expérience que j'ai pu avoir, notamment dans l'entreprise que je connais mieux, c'est que finalement, le déterminisme, il n'existe pas à 17 ans. C'est pas parce qu'on est brillant en maths qu'on va devenir nécessairement patron d'un groupe, ou c'est pas parce qu'on l'est pas qu'on ne peut pas avoir d'autres talents qui font qu'on va réussir à progresser dans diverses collectivités. Donc je sais que ça, le message. Je me suis occupé d'une petite école d'ingénieurs, l'école des mines d'Alès, où on a fait en sorte qu'il y ait maintenant 200... un tiers de la promotion, oui c'est ça, 200 sur 600, sur 3 ans, sont des jeunes qui viennent de formation professionnelle. Ça fonctionne, c'est intéressant d'ailleurs de les mêler à des gens qui ont fait des concours de classe préparatoire. Donc je pense que c'est un message d'ouverture. Et je crois qu'il ne faut surtout pas la frilosité, le repli sur soi. C'est pas comme ça qu'on défendra des modèles qui, à mon avis, en même temps, on cherche à préserver. Donc vous savez, c'est tout change pour que rien ne change. Enfin, il faut faire changer les choses. C'est aussi un signal que la société nous renvoie à nous, les élites. Et si on ne l'écoute pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, ils se tournent de plus en plus vers les extrêmes. Et les extrêmes, c'est jamais bon. Donc, si on veut préserver des modèles qui fonctionnent, il faut être capable d'avancer. Et puis, au XXIe siècle, on n'est plus au... Vous savez, c'est un système c'est Napoléon qui a mis tout ça en place, ou presque. On n'est plus au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle. Donc, il faut accepter de considérer que, au temps du digital, etc., il y a d'autres moyens d'éducation que simplement une seule filière dominante. Comme vous nous l'avez si bien dit, vous étiez chez Total depuis 15 ans, depuis 20 ans, pardon, quand vous avez accédé au statut de PDG. Donc finalement, vous êtes un mandataire social, pas un actionnaire, pas un héritier dans votre entreprise. Est-ce que cela change quelque chose à votre manière de diriger? Est-ce que finalement, c'est plutôt une contrainte face à des actionnaires qui ont le pouvoir sur votre avenir professionnel, ou est-ce que c'est plutôt une liberté de pouvoir ainsi ne pas être contraint par des risques financiers personnels? Non, je suis actionnaire. Je suis un actionnaire et d'ailleurs, le PDG Total a un devoir d'avoir, il faut le savoir, je dois garder l'équivalent d'au moins de 3 années de salaire en actions de Total. Donc, ce qui fait que je suis un actionnaire pas tout à fait nul parmi les actionnaires individuels. Donc, je suis aussi actionnaire, ce qui est normal d'ailleurs, puisque en étant manager social, je ne suis plus salarié. Simplement, mon parcours est un parcours de manager. Donc, j'ai un parcours de manager donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à... Il ne faut pas opposer management et actionnaire. Enfin, je veux dire, à la fin, actionnaire ou autres stakeholders, parce que parmi les premiers stakeholders d'une entreprise, il y a d'abord les salariés, d'ailleurs, au passage. Simplement, le manager qui vient de l'entreprise, il la connaît, il l'a vécu, il en comprend l'ADN, il en comprend la culture. Il est capable d'orienter les choses. Donc, il est en bonne position pour expliquer aux membres d'un conseil d'administration comment fonctionne l'entreprise et vers quelles orientations, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est moins possible de faire. Mais je n'ai pas le sentiment, pour être honnête, c'est un vrai sujet, quelle est la gouvernance d'une société cotée et comment les actionnaires interagissent avec le management de l'entreprise. La vérité, c'est que le management de l'entreprise a beaucoup de pouvoir. C'est nous qui faisons la stratégie de l'entreprise. C'est pas les actionnaires qui nous l'imposent. On rencontre des actionnaires dans ce qu'on appelle les roadshows pour expliquer notre modèle. Mais dans une société comme Total, il n'y a pas d'actionnaire dominant. Le plus gros actionnaire de Total, c'est le fonds passif américain BlackRock, qui est à 6%. Et puis c'est les salariés d'ailleurs du groupe qui ont à peu près autant d'ailleurs, qui forment un groupe important d'actionnaires. Donc, in fine, il faut bien voir, enfin de mon point de vue, dans ce débat-là, c'est le management qui tient la barre. Donc c'est aussi lui qui doit assumer d'ailleurs les erreurs éventuelles s'il y en a. Il ne peut pas se réfugier derrière l'imposition par les actionnaires. C'est nous qui, in fine, proposons les stratégies et les mettons en œuvre. D'accord. En tant que manager, finalement, vous avez accédé à la tête de Total assez récemment, en tant que DG puis en tant que PDG. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a marqué au moment de l'accession
à ce poste qui a été marqué par les circonstances tragiques de la mort de Christophe de Margerie. Moi, j'y ai accédé effectivement dans des circonstances assez exceptionnelles, puisque c'était un lundi soir à minuit que l'on m'a appris que Christophe de Margerie avait un accident d'avion à Moscou. Et que le lendemain, vers 11h du soir, 11h du matin, Thierry Desmarest m'a demandé, d'ailleurs, il faut le savoir, il m'a demandé si j'étais d'accord pour devenir PDG, et il m'a demandé d'y réfléchir. Vous pouvez vous dire, c'est bizarre, tout le monde rêve d'être devenir PDG, mais il m'a dit, réfléchissez-y, parce que c'est une charge, et votre vie va changer. Et il le savait bien, puisqu'il l'avait été lui-même. Donc, au bout d'une heure, j'ai dit oui, je suis prêt à assumer la charge. Et puis, brutalement, comme c'était brutal, tout ça n'était pas très préparé, très planifié. Enfin, pas totalement faux, puisque la preuve, ce que je viens de décrire, c'est qu'on m'a appelé le lendemain à 11h. Donc, c'est que le groupe est bien organisé, qu'il y a des comités de nomination, et que sans doute, je faisais partie de ceux qui devaient être capables de succéder à Christophe de Margerie, mais ce n'était pas prévu à cet horizon-là très bref. Une fois que vous vous retrouvez dans l'arène, en fait, qu'est-ce que je vais dire? D'abord, j'ai fait une première erreur, c'est de croire que j'étais toujours normal. Il y a quelqu'un qui avait fait une grande erreur de dire qu'on pouvait être un président normal. Je peux vous dire que c'est faux. J'ai fait la même erreur parce que je pensais que vis-à-vis de mes collègues qui m'appelaient Patrick, et j'étais dans le même banc, leur égaux, entre guillemets, leur égal, je pouvais continuer. Et en fait, il m'a fallu quelques mois pour rendre compte qu'en fait, c'était une vraie erreur. Parce qu'en fait, si moi, je n'avais pas nécessairement changé, le regard sur moi avait complètement changé. J'étais devenu leur patron. Et quand ils franchissaient la porte de mon bureau, eh bien, ils perdaient une partie de leurs moyens. Non pas par cause de nécessairement mon propre comportement, mais parce que j'étais le PDG de l'entreprise. Et donc, ce problème de rapport aux gens est un vrai changement. C'est un des premiers changements. Le deuxième changement, c'est quand vous êtes PDG de cette entreprise, justement, tout le monde attend de vous tout de vous. Et donc moi, quand j'arrive tout d'un coup, avant, quand j'allais au comité exécutif, finalement, je pouvais me reposer un peu. Parce que ce n'était pas moi qui prenais la décision. C'était Christophe de Margerie. Donc j'étais indécis, donc j'exprimais mon point de vue et je le faisais, j'écoutais. Mais finalement, je n'étais pas dans la même tension. Aujourd'hui, quand j'arrive de 7h30 de 7h30 à 8h30, non, je n'ai pas de rendez-vous, mais de 8h30 du matin jusqu'à 20h, ou 22h30, et même ce soir, je dois être concentré. Les gens attendent de moi soit des décisions, soit que je porte des messages, et comme je le fais ce soir. Donc, c'est un exercice qui, d'ailleurs, au passage, est un vrai exercice physique. Les gens, la capacité à être concentré de 8h30, d'ailleurs, c'est quasi impossible. Et les collègues, ils n'aiment pas si tout d'un coup, je ne m'intéresse plus à leur sujet. Parce qu'il faut que je m'intéresse à tous les sujets, qu'ils soient importants, pas importants, puisque c'est leur sujet. Et puis, l'autre dimension qui vous projette très vite, c'est que Total, c'est pas n'importe quelle entreprise en France, quoi. C'est la première. Et j'en suis devenu tout d'un coup le porte-parole public, une forme d'image, le porte-parole. Et j'ai découvert un matin sur RTL où on m'a interrogé sur une interview, on m'a interrogé sur un certain Emmanuel Macron qui faisait des choses bizarres avec les actions de Renault pour prendre le contrôle via des droits de vote double, et où j'ai dû répondre un peu en défendant quelque part Carlos Ghosn. Enfin, et ben, je me suis retrouvé avec des pêches de l'AFP, la une du Monde, et là j'ai réalisé que quand le patron de Total parlait, c'était pas tout à fait neutre, et moins neutre que dans d'autres entreprises. Donc, parce que l'entreprise Total, la première entreprise de France, est un acteur de la cité, est un acteur de la société. Et donc cette dimension, c'est très très différent, parce que quand j'étais le patron du raffinage chimie avant, finalement mon objectif c'était de rendre ce raffinage chimie rentable. Et tout d'un coup, vous devenez patron du groupe, d'une entreprise de cette taille, et vous n'êtes plus dans cette dimension de simplement d'objectifs économiques et industriels. Vous vous rendez compte que vous devenez porteur de plus que ça, qui est l'image de cette entreprise et la voix de l'entreprise, et qui a un impact sur ce qui se passe autour dans les écosystèmes. On n'est plus simplement centré sur l'entreprise, on est plus que ça. Donc c'est beaucoup de changements. Et puis après, quand on vous a confié le job, parce que je me suis dit, si on me le confie, je dois faire plus confiance dans mes qualités qu'à essayer de corriger mes défauts. J'en ai plein. Mais à mon âge, ça sera compliqué. Donc, faisons confiance, quoi. Et c'est vrai que 15 jours plus tard, je vais vous dire, je me suis retrouvé à Sochi, à rentrer dans la datcha de Vladimir Poutine. Et j'ai dit à mon collègue, patron de la Russie, je dis, si on m'avait dit il y a 15 jours que j'allais venir parler pendant 1 heure à Vladimir Poutine, maintenant que je suis là, il faut y aller, quoi. Et donc, voilà, vous avez le job, vous faites le job, quoi. Et justement, quand vous nous dites finalement que votre quotidien a changé de manière assez radicale, est-ce qu'il n'y a pas un risque de
perte de contact avec la réalité du terrain ou avec vos collaborateurs lorsqu'on arrive comme ça en haut de la pyramide, en haut de la hiérarchie? Mais si, enfin, il faut bien voir ce que j'ai dit sur la relation des collègues vis-à-vis de moi. Là, vous êtes dans un mode où il ne faut pas être naïf. Les gens ne viennent pas vous raconter la vérité. En tout cas, ils se méfient. Et donc, il est important d'ailleurs d'avoir dans cette position des capteurs, qui soient des capteurs externes, des gens qui vous racontent ce qu'on peut dire, d'essayer de garder une réalité du terrain, mais il faut pas rêver. Je pense que dans cet exercice-là, une difficulté, c'est l'isolement. Enfin, et je pense que toute personne qui arrive à la tête de très grandes organisations doit le ressentir. Alors après, on dit toujours oui, mais c'est parce qu'il faut qu'il parle plus, etc. Mais encore une fois, c'est un problème d'échange et du regard que les autres portent aussi sur vous. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. D'essayer d'éviter l'isolement, d'avoir des gens que vous encouragez à venir vous dire. Pour être honnête, c'est plus facile pour des gens à l'extérieur que des gens à l'intérieur. Les gens à l'extérieur peuvent être plus faciles parce qu'ils n'ont pas d'enjeu de pouvoir, d'enjeu de carrière, d'enjeu personnel. Les gens en interne, il y en a quelques-uns, mais enfin, c'est compliqué pour certains d'entre eux de venir, même des gens dont vous pourriez dire qu'ils ont plus d'expérience finalement, plus de 60 ans, il n'est pas en risque majeur. C'est pas si évident que ça, parce qu'encore une fois, bon, c'est une entreprise qui est aussi bien organisée, donc il y a une espèce on a des débats avant les décisions, mais quand les décisions sont prises, on les exécute. Donc il y a une espèce de forme d'efficacité interne, et le sommet de la pyramide est la première rouage de l'efficacité et ceux qui sont avec. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et qu'on peut nier au départ, mais qui en fait est une réalité au fur et à mesure que les mois et les années passent. Et vous avez dans le public ici beaucoup d'étudiants qui seront peut-être amenés un jour à avoir des fonctions similaires aux vôtres. Quels conseils vous leur donneriez? Pas tant que ça, il n'y en a qu'un patron de Total, hein, donc il va falloir qu'ils se battent. Hein. Je ne pensais pas nécessairement à Total, mais oui. Surtout qu'ils ont tous le même âge, a priori, donc il n'y en aura qu'un parmi eux, peut-être, au plus. Allez-y, oui, pardon. Et quel conseil? Si vous avez un conseil à leur donner. Non, mais le conseil, pour moi, il faut encore une fois, dans la vie, il faut travailler. Je veux dire, c'est pas génial ce que je viens de dire, mais il faut travailler, il faut s'appuyer sur ses forces, plus que chercher à corriger toutes ses faiblesses. Je crois beaucoup, je pense qu'il faut... et puis, il faut être prêt à prendre des risques. Il faut être prêt à prendre des risques, ça, il faut un certain courage. Notre société manque de plus en plus de courage. Il y a un beau texte de Solzhenitsyn là-dessus qu'il faudrait que je vous passerai, que vous devriez lire, où on est dans un monde où, au nom du consensus, au nom d'un... C'est vrai d'ailleurs dans la société en général, c'est vrai aussi dans les entreprises, se démarquer, c'est prendre un risque, et on a finalement on a des collaborateurs qui se disent bon, il faut quand même plutôt passer au milieu de la mêlée, c'est mieux que de sortir la tête. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Ce que nous cherchons, nous, c'est des gens qui ont une forme d'audace, des gens qui sont débrouillards, des gens qui vont prendre des risques, des gens qui vont s'exposer eux-mêmes. Et je crois pouvoir dire, d'ailleurs, dans le groupe, il y avait 2 ou 3 candidats à être candidat de patron de Total. Finalement, celui qui a été choisi à la fin, c'est celui probablement qui prenait le plus de risques. Prendre des risques, sortir de la mêlée. Est-ce que ce n'est pas un peu finalement ce que fait Total dans sa stratégie d'entreprise? Je pense ici au fait de vouloir devenir la major de l'énergie responsable, c'est-à-dire d'intégrer à ce point les scénarios climatiques et les changements énergétiques, quels qu'ils soient, dans votre stratégie d'entreprise. Je pense par rapport à vos compétiteurs. Ça mérite un long développement, ça. Bon, enfin, pour faire bref, le monde de l'énergie bouge. Total est un grand du pétrole et du gaz. L'évolution, lorsqu'on parle de transition énergétique, qui est une expression que j'aime pas beaucoup, mais enfin l'évolution de l'énergie, l'évolution des technologies dans le monde de l'énergie, et si on intègre, et si on veut être dans un monde à 2 degrés selon l'accord de Paris, ça veut dire que nos marchés vont bouger, vont changer, nos marchés. Or, quand vous pensez à la stratégie d'une entreprise, vous pensez à vos marchés. Et c'est pas un problème d'écologie, c'est pas un problème c'est que les technologies évoluent, que les marchés vont changer. Donc, en 2040, un monde à 2 degrés, c'est un monde dans lequel il y a moins de pétrole qu'aujourd'hui, il y a plus de gaz, il y a plus de renouvelables. Bon, tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et donc, bien sûr qu'on a encore besoin de pétrole et de gaz en 2040. Il y aura encore dans le mix énergétique mondial un scénario à 2 degrés
près 50% de pétrole et de gaz, mais ça sera que 50% ou 40%, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Mais il y aura aussi d'autres énergies. Donc la question qui nous est posée, qui est une décision stratégique complexe. Parce que quand vous rencontrez des investisseurs, pour revenir à vos notions d'actionnaire, j'avais eu un débat quand je suis devenu patron de Total avec le patron d'Exxon, qui est le numéro 1 de l'industrie pétrolière. Il s'appelait Rex Tillerson. Depuis, il est devenu secrétaire aux affaires étrangères, secrétaire d'État des États-Unis. Et il m'avait dit, nous, chez Exxon, on maîtrise toutes ces nouvelles technologies, les batteries, on connaît tout sur tout. Mais bon, à quoi ça sert d'investir là-dedans? De toute manière, on est les meilleurs dans le pétrole et le gaz, donc on fait du pétrole et du gaz, et tout ça, c'est pour plus tard. Donc pourquoi tu t'embêtes à me parler de CO2? Pourquoi tu fais des trucs dans le solaire? Tu ferais mieux de te concentrer sur le pétrole et le gaz, c'est là que tu es bon. Bon, c'est là que le débat stratégique mérite d'être posé. Parce que est-ce qu'on se concentre sur là où on est très bon, pour délivrer les meilleurs résultats vis-à-vis de nos mandants actionnaires, ou est-ce qu'on essaye aussi de divertir une partie des cash flows qu'on génère? Total génère 20 milliards. Est-ce qu'on déverse une partie de ces cash flows pour investir, pour préparer le futur? Dans une forme de diversification, parce que quand Total investit dans le solaire, dans l'éolien, dans des batteries, c'est pas parce qu'on est très bon dans le pétrole et dans le gaz qu'on est très bon dans ces métiers-là. C'est pas vrai. J'ai les moyens financiers. On a une compréhension du monde de l'énergie, mais on n'a pas nécessairement les savoir-faire qui font qu'on va être très bon là-dedans. C'est un vrai débat. Bon, on a fait le choix, et de façon assez résolue, puisque on s'est donné un leitmotiv qui est on veut que dans 20 ans, alors c'est un slogan, hein, il n'y a pas de mathématiques cachées derrière, ni de plan, business plan très précieux, on veut que 20% de l'entreprise dans 20 ans soit dans ces nouvelles énergies. Alors, la taille de Total, ça ferait 30 à 40 milliards de capitaux, ce qui n'est pas tout à fait nul. Et donc on investit entre 500 millions et 1 milliard par an dans ces nouvelles énergies avec l'idée. Et là, il faut avoir de la perspective longue, mais dans l'énergie, il faut de la perspective longue. C'est pas moi, le patron de Total, qui en bénéficierait dans mon mandat, mais parce qu'on sait très bien que dans ces métiers-là, il faut investir pendant 10 ans pour avoir un portefeuille d'actifs qui va générer le cash flow, qui va rendre tout ça rentable. Mais c'est en commençant maintenant, je pense qu'on prépare la capacité qu'on aura à être un leader aussi dans ces métiers-là. Donc c'est ça l'ambition collective qu'on s'est fixée, à l'issue d'un exercice d'ailleurs que j'avais lancé en prenant mes fonctions, puisque c'est marrant d'ailleurs, je m'étais jamais posé la question à devenir patron, qui est finalement où est-ce que j'emmène l'entreprise à horizon 10-15 ans. Et plutôt que de répondre tout seul dans mon bureau, puisqu'on attendait de moi la réponse, j'ai demandé qu'on le partage cela avec d'abord le comité exécutif, puis après 50 dirigeants, puis à la fin c'est près de 10 000 personnes dans le groupe, on a animé plein de groupes de travail qui sont remontés. Alors certains ont dit des trucs bizarres, vous devriez être le leader de l'aluminium, je me demandais pourquoi, enfin je n'ai pas trouvé la réponse. Mais fondamentalement ce qui est sorti, c'était ce qu'on a traduit dans cette ambition qui est être le major de l'énergie responsable. Chaque mot est important. Le responsable étant pas que dans la dimension climatique, écologique, étant aussi dans la dimension sociétale. Enfin, il y a plusieurs. Et donc, derrière, c'est décliné en une feuille de route, d'où les 20% dans 20 ans, investissons. Voilà. Donc, ce projet est porté. Et le conseil d'administration a validé la feuille de l'ambition à 20 ans du groupe Total. Et c'est notre feuille de route pour la mettre en œuvre maintenant dans les diverses acquisitions ou choix qu'on fait industriellement. Du point de vue de la recherche, de l'innovation technologique pour suivre les évolutions du marché, on sait que Total est particulièrement innovant sur toutes les questions de captage de CO2. Donc c'est une technique qui consiste à récupérer le CO2 émis par les industries pour ensuite l'enfouir à 800 mètres sous terre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les projets menés par Total? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque finalement à enfouir du carbone dans le sol? Parce que ça fait beaucoup penser à l'enfouissement de déchets nucléaires. Alors, n'exagérons pas, mais c'est une bonne question, ceci étant. Non, mais en fait, tout ça, ça renvoie à, encore une fois, le cadre dans lequel on travaille, qui a été très bien rédigé, c'est cet accord de Paris, qui dit qu'à l'horizon... Alors, l'accord dit, deuxième moitié du siècle, on devra atteindre une neutralité carbone. C'est-à-dire les émissions, s'il y en a, devront être compensées par des réductions. Émissions, neutralité carbone. Nous sommes convaincus qu'en 2050, 2060, il y aura encore dans le mix énergétique du pétrole et du gaz, comme il y a encore du charbon. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le charbon, c'est l'énergie du passé, sauf que dans le mix énergétique mondial, la première énergie, 30% de l'énergie mondiale, c'est du charbon. Donc l'énergie du passé, elle est encore la première. Donc je sais bien qu'on veut d'un coup de baguette magique se faire débarrasser de tout cela, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va pas se passer comme ça d'ailleurs, parce que j'aurais dû le dire, parce que le fondamental, c'est que l'humanité a besoin d'énergie.
Elle a besoin d'une énergie, d'avoir accès à l'énergie, elle a besoin d'une énergie qui soit bon marché et qui soit propre. Mais les deux premiers facteurs que j'ai dit, accès à l'énergie, il y a 1,5 milliard d'humains sur cette planète qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui, sur 7 milliards. Et bon marché, c'est essentiel dans tous les pays émergents, les économies en voie de développement. Alors, si on veut la neutralité, nous on est convaincus, je suis convaincu qu'il y aura toujours des hydrocarbures sur cette planète qui seront utilisés. Eh bien, il faut faire quelque chose du CO2. Et donc, il faut s'engager, parce que nous sommes, nos produits, nos hydrocarbures sont la source de CO2, et donc il faut développer ces technologies. Alors, la technologie de captage, stockage en est une. Objectivement, ce n'est pas celle qui me passionne le plus. Je pense que le mieux, c'est de capter, puis après de transformer le CO2, de faire de la chimie du CO2 pour faire quelque chose avec ce CO2. Parce qu'on peut faire des matériaux, on peut faire du ciment avec ça. On peut faire des tas de... Donc il y a tout un tas de technologies possibles. Mais il faut prendre le sujet. Donc j'ai décidé que 10% de tous les budgets de R&D du groupe seraient consacrés à ce thème. Le budget de R&D du groupe, c'est à peu près 1 milliard de dollars. Hein, donc ça fait quand même 100 millions qui, chaque année, on injecte dans ces... Mais ça, c'est parce qu'il faut qu'on soit cohérent. C'est très important pour moi, dans la stratégie d'un groupe, que je sois cohérent entre les métiers que je développe et puis le cadre dans lequel je dois travailler. Et ce cadre climatique va s'imposer à nous. Alors après, il faut s'y engager. Donc on a effectivement fait des pilotes. On est en train d'investir en Norvège avec d'autres compagnies, Statoil également, pour réaliser à l'échelle industrielle un stockage-captage. Mais fondamentalement, il faut faire quelque chose de CO2. C'est pour ça d'ailleurs que Total, un peu à la surprise de certaines personnes, je me suis prononcé rapidement en faveur d'un prix du CO2. Parce que j'ai besoin de savoir, si je veux engager toutes ces recherches et développements, faire des choix industriels et technologiques, mais dans quel cadre économique je me situe. Et que je pense que si on dit que ça vaut 50 $, vous verrez que toutes ces technologies de captage-stockage vont se développer très rapidement. Parce que ça représenterait pour une entreprise comme la nôtre, on a calculé que si on devait payer 40 $ la tonne aujourd'hui sur toutes nos émissions de CO2, c'est 3 milliards de dollars par an. Je peux vous dire qu'on va faire de la technologie pour 3 milliards. Ça va aller vite. Pour revenir justement sur cette question de marché du CO2 et de prix du CO2, quelle est votre vision dans ce domaine? Parce qu'il y a déjà un tel marché qui existe au niveau européen, mais ça ne fonctionne pas tellement aujourd'hui. Non, mais il n'y a rien qui marche aujourd'hui parce qu'on ne veut pas que ça marche. Parce que c'est une gigantesque hypocrisie. On ne veut pas que ça marche d'abord parce que, d'abord parce qu'il y a un sujet en Europe, vous avez d'abord parce qu'on a inventé un truc trop compliqué. On est trop intelligent sur ce continent. On a voulu faire un marché, mais c'est un drôle de marché qui d'ailleurs est administré par un conseil des ministres et par une administration de Bruxelles, pas par une banque centrale, qu'on veut réguler non pas par le prix, mais par les volumes. C'est-à-dire qu'on a fait un choix historique qui est assez étrange de dire on va attribuer, c'est les volumes qu'on fixe, et puis le prix va s'adapter. Moi, si je veux gérer un marché, je fixe un objectif de prix et puis j'adapte les volumes. Enfin, bon. Tout cela, ça a été fait parce que tout ça, c'est le résultat de... Vous verrez dans votre vie ce que c'est que la machine communautaire bruxelloise. Il faut mettre 30 pays d'accord, qui sont tous les intérêts divergents, les pays charbonniers, les pays industriels, les autres. Donc c'est une machine très complexe. En fait, la bonne façon de faire, si on le veut, les Anglais l'ont démontré. Les Anglais, il y a 3-4 ans, c'est eux qui ont de loin la meilleure législation sur le climat aujourd'hui. Ils ont simplement décidé qu'ils allaient faire une taxe de 18 livres. Alors 18 livres, ça fait 22 € à peu près, plus ils ajoutent l'OTS, ça fait 25. Et bien, comme par hasard, à ce niveau-là, tout le système électrique britannique a abandonné le charbon et est passé au gaz. Par simple signal prix, par une taxe. Il n'a pas fallu 100 $, il a fallu 20 $, ou 20 € pour le faire. Donc quand on veut le faire, on peut le faire. Le système européen, on ne veut pas le faire aujourd'hui. Et on ne veut pas le faire parce qu'on a un sujet qui est qu'on a une industrie européenne, notamment une industrie allemande, des industries lourdes, qui naturellement voient ça comme un handicap de compétitivité. Et donc il faudrait être capable de combiner ça avec des taxes aux frontières, mais c'est un sujet très complexe. Donc pour l'instant, ça ne décolle pas. Je pense qu'il faut le faire décoller. Il est très important qu'on arrive à s'engager. Et il ne faut pas faire peur aux gens, parce que quand la France en ce moment dit je veux un prix de 100 $ la tonne, on est tellement devant tout le monde que le résultat, c'est que tout le monde nous laisse courir devant tout seul et on ne convainc pas les autres. Donc il faut aussi arriver à trouver le bon tempo, mais ça me paraît fondamental si on veut s'engager réellement et si on croit vraiment au fait qu'il faut apporter des solutions à ce sujet de changement climatique. Mais à court terme, est-ce que la mise en place d'un tel mécanisme ne va pas un peu à l'encontre de vos activités, notamment dans le pétrole? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ça favorise le gaz. Et si je regarde bien l'évolution de mes marchés, le changement climatique, fondamentalement,
dans 20-25 ans, on aura besoin de moins de pétrole, mais on aura besoin de plus de gaz. On aura besoin de plus de gaz pour faire de l'électricité à condition qu'on passe devant le charbon. Le vrai combat aujourd'hui, c'est entre le gaz et le charbon. Le gaz est plus cher. Et donc, si je me suis fait l'avocat, il faut que je veux dire que quelqu'un dit quelque chose, c'est toujours qu'il n'est pas parce que tout d'un coup j'ai été converti à je ne sais pas quelle ONG, même si mon premier job, vous l'avez peut-être noté, c'est d'être conseiller environnement pour le Premier ministre, un de mes premiers jobs. Il n'empêche, c'est pas parce que j'ai été converti, c'est simplement parce que c'est l'intérêt global de l'entreprise que d'arriver et d'où notre acquisition récente des actifs gaz naturel liquéfié d'Engie d'ailleurs, parce qu'on veut devenir un très grand acteur du gaz au niveau mondial, parce qu'on pense que c'est cette énergie-là qui a une vraie place en complément renouvelable, que le bon mix du futur, c'est un mix de gaz, de renouvelables et de stockage d'électricité d'ailleurs, d'où notre engagement dans les batteries. Oui, pour revenir sur votre acquisition de la branche amont des activités d'Engie, si on regarde les activités de l'année 2017, ça a été très riche en mouvements stratégiques. On a aussi l'achat de Maersk Oil, on a donc Engie, et puis on a aussi l'entrée sur le marché français de l'électricité. Finalement, quand on regarde ces trois mouvements stratégiques, on y voit trois Total. Total historique, le pétrolier, Total le gazier, et puis Total qui arrive sur le marché de l'énergie, et notamment l'énergie verte avec l'Empiris. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous arrivez à faire passer cette cohérence auprès des parties prenantes de l'entreprise, donc les actionnaires, mais aussi tous les employés de Total? Est-ce que le message passe bien ou est-ce qu'il y a beaucoup d'incompréhension? Bon, mais vous avez remarquablement compris tout ce que nous faisons. Nous avons effectivement trois pieds dans la stratégie du groupe. Non, les employés, encore une fois, ils ont participé directement à la rédaction de l'ambition du groupe. Ils ont envie de voir le groupe bouger. Ils n'ont pas envie de voir le groupe rester sur ses métiers traditionnels, même s'ils comprennent bien également que c'est ça qui génère le cash flow. Parce que si je peux investir dans des nouveaux métiers, électricité ou même gaz, en rachetant des actifs, c'est bien parce que généralement, une entreprise, c'est assez simple. Hein. On génère du cash flow et après, on l'affecte. C'est comme votre porte-monnaie, c'est pas plus compliqué, même s'il y a des trucs comptables extrêmement sioux. À la fin, ce qui fait fonctionner l'entreprise, c'est le cash. C'est comme votre porte-monnaie, pas plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un moteur profond, cette entreprise, est d'abord une entreprise qui est intégrée complètement sur la chaîne pétrolière. Bon, le pétrole est une commodité qui vit des cycles, on est plutôt en bas de cycle, et dans ces entreprises de matières premières, en fait, vous faites des bonnes affaires quand vous achetez, quand le cycle est bas. Parce que quand vous achetez, si le prix est haut, je peux vous dire, vous ne faites pas une bonne affaire. Donc on a cherché à acheter à contre-cycle, et l'opération, le rachat du champion national danois du pétrole, Maersk Oil, nous permet d'acheter dans des bonnes conditions en termes de prix, en bas de cycle, une position assez massive, c'est la plus grosse opération capitalistique du groupe, 7,5 milliards de dollars depuis 2002, et de faire des synergies, notamment sur la mer du Nord, qui est un des berceaux du groupe. Et donc, en mergeant Total mer du Nord et Maersk Oil, on crée le deuxième opérateur en mer du Nord, et on va pouvoir faire des synergies, donc réduire et améliorer la rentabilité de ces opérations. Donc ça, c'est les métiers de base, mais c'est ça qui me fait vivre. Donc il est important de continuer à alimenter cela. Après, je vous dis, on a une stratégie de croissance sur le gaz et une stratégie de croissance intégrée. Parce qu'en fait, on est gazier depuis, c'est pas connu, mais en fait, production de gaz de Total, c'est à peu près 40% de la production globale. Donc il y a un moment qu'on fait du gaz, mais ce qu'on a décidé, c'est qu'on n'allait pas rester simplement producteur, qu'on allait intégrer toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire également le liquéfier, ce qu'on faisait, mais de façon massive, le vendre, le commercialiser, et aller jusqu'à la transformation du gaz en électricité et la distribution à des particuliers ou à des industriels. C'est ça qui est nouveau, d'où l'acquisition du GNL, de gaz naturel liquéfié d'Engie, d'où l'introduction de Total Spring. Et puis il y a un troisième vecteur qui est le renouvelable. Mais vous savez ce que pensent les employés? Je pense qu'en 2015, en 2016 plutôt, quand les temps étaient plus durs, on devait vendre des actifs parce que le prix du brut était passé de 100 à 50 $, qu'il fallait qu'on trouve plusieurs milliards de dollars pour faire fonctionner l'entreprise. On a dû vendre des actifs. Et au même moment, au printemps 2016, on a lancé une OPA sur SAF, les batteries. L'effet de dynamique interne a été très intéressant. C'est-à-dire que, alors qu'on vendait plusieurs actifs traditionnels, on était capable d'investir 1 milliard d'euros dans un métier nouveau métier comme les batteries. Ça a boosté l'interne. Ça a montré aux gens qu'on avait toujours une capacité à bouger. Et puis les gens, c'est comme les médias, tout ce qui est neuf est bien, vous savez. Alors du coup, aujourd'hui, d'ailleurs, on était allé tellement loin que
D'ailleurs, ça marche, vous êtes très impressionné par tout ce qui est neuf, mais le pétrole correspond encore à 60% de l'activité totale. Hein, donc c'est encore ça qui nous fait vivre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un attrait pour la nouveauté. Donc au contraire, je pense que la dynamique. Après, les stakeholders, on peut avoir des gens qui disent mais pourquoi la CFDT a dit pourquoi ils rachètent Maersk Oil, on préfère qu'ils rachètent des éoliennes. D'accord, ben on fait les deux parce qu'on a les moyens de les faire. En dehors de ces grosses acquisitions et toujours dans la logique d'inscrire votre stratégie dans la transition énergétique, Total a investi depuis 2009 plus de 150 millions dans des startups de la transition énergétique, smart grids, etc., via son programme Total Energy Ventures. Donc ma question, ça serait pourquoi cette stratégie de de prendre beaucoup de participation minoritaire dans toutes ces startups, donc en général ça tourne autour des 15%, au lieu d'une stratégie d'acquisition. Mais ça, c'est une idée de compléter notre recherche et développement. À la base, la question quand vous êtes dans un groupe comme le nôtre, c'est que comment vous maintenez le sentiment, enfin la volonté d'innover dans un groupe qui est riche et qui fonctionne bien. C'est un challenge pour le management, parce que les gens n'aiment pas trop changer. Et puis, le deuxième problème qu'on a, c'est que comme on est tout en haut de la pyramide, on a beaucoup de donneurs d'ordre, comment on fait pour voir d'une entreprise qui est très grande les choses qui sont petites, les innovations. Et donc, on s'est doté de plusieurs outils, dont l'un dès 2009 qui s'appelle Total Energy Ventures, avant que les startups soient à la mode, avec l'idée qu'on allait, une équipe, qui irait repérer des choses extrêmement innovantes, en avance de phase, dans ces métiers de l'énergie, qui peuvent être connectés d'ailleurs à nos métiers traditionnels, et qui nous donneraient des tickets. En gros, c'est un moyen de suivre l'évolution de la technologie, pas avec des idées capitalistiques, puisqu'en général, on part avec des tickets qui sont relativement faibles, mais plutôt de comprendre ce qui se passe. Objectivement, d'ailleurs, on n'a pas été... toute cette aventure depuis 2009 n'a pas été une rentabilité forte, parce que pour l'instant, on fait plutôt des write-offs que réellement de la rentabilité. Mais ce n'était pas un fonds, c'est un vrai débat qu'on a entre nous. Est-ce que le fonds devrait avoir un objectif de rentabilité? Mais à ce moment-là, il perd son côté avant-garde de l'innovation, en fait. Alors après, il nous arrive, on continue à investir. Lorsqu'une start-up nous intéresse vraiment, à ce moment-là, on peut trouver le moyen de rapidement monter au capital. Sinon, il faut faire attention, parce que c'est un peu le marteau qui écrase les mouches après, quoi. On a fait plusieurs acquisitions dans les derniers temps. On vient d'acheter une boîte qui s'appelle Greenflex, dans l'efficacité énergétique. Ma vraie peur à moi, même qu'une société comme Saft, hein, même si c'est 3 000, 4 000 personnes, c'est comment, face à l'entreprise de 100 000, qui a des vrais processus, qui est une espèce de monstre d'efficacité, comment on fait pour que ces sociétés-là ne soient pas tout d'un coup écrasées et que la machine ne fasse pas fuir d'ailleurs les gens qui... Greenflex, c'est une boîte de 350 personnes. Je veux dire, des gens qui ont créé des startups, enfin un esprit entrepreneurial, ils doivent voir arriver tout le système d'audit juridique et machin de Total, de reporting, ça peut leur faire peur, quoi. Donc il y a un sujet d'arriver à justement comment on fait vivre des écosystèmes innovants face à un grand groupe. C'est pas simple, mais voilà. Donc on teste tout. C'est la chance d'avoir une entreprise et des moyens comme les nôtres, c'est que 150 millions d'euros dans des startups, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, on peut le faire à la taille d'un groupe comme Total. Donc pour moi, c'est un complément de budget de R&D, quelque part, je dirais. Pour rester dans le thème de l'innovation, mais en se décalant un tout petit peu, nous allons parler de digital. 22e de l'édition de 2015, puis 7e en 2016, Total a pris cette année la tête du classement ICAC 40, réalisé par les Éco-Exécutives. Donc une évolution fortement liée chronologiquement à votre arrivée à la tête du groupe, arrivée qui a également été marquée par la nomination du Chief Digital Officer, et qui montre l'importance que vous accordez finalement à cette problématique du digital dans vos décisions stratégiques. Quels sont selon vous les grands enjeux de la transition digitale pour Total ? Alors, la première raison pour laquelle effectivement j'ai pris cette fonction étrange, le monde est en train de s'écrouler, puisque le prix du brut tombait, j'ai dit à mes collègues du comité exécutif, on va nommer un Chief Digital Officer. Je pense que ce jour-là, ils se sont dit, il est quand même un peu étrange, il devrait mieux s'occuper de sujets plus sérieux. En fait, c'est parce que c'est ce que je vous ai dit juste avant, même dans des enquêtes internes, on se rendait compte dans les enquêtes internes, quand on demandait aux gens, on fait des grandes enquêtes, 50 000 ou 60 000 salariés cette année ont répondu, donc c'est massif, et il y avait un certain nombre de points de disconnect, et notamment là, c'était est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes assez innovants? Et les salariés de l'entreprise disaient non. Ce qui était un vrai sujet pour moi, dirigeant du groupe. Donc j'ai utilisé le Chief Digital Officer comme un mouvement pour dire l'innovation, c'est important. Et c'est pas parce que le prix du brut se casse la figure et que je vais vous demander de réduire les coûts de façon brutale que nous devons perdre l'essence. Parce qu'une entreprise industrielle, à la fin, son know-how, c'est sa capacité technologique.
C'est pas que ses moyens financiers. Ce qui me permet de gagner des marchés, ce qui me permet de développer le groupe, c'est sa capacité d'évaluation digitale. C'est essentiel. Donc j'ai utilisé le digital pour cela. Et pour donner ce sentiment, pour animer, du coup, est parti des Creative Labs, enfin tout un tas d'initiatives qu'a porté le Chief Digital Officer. Bon, après, il y a des sujets de fond derrière le mot digital pour une boîte comme la nôtre, parce que même si on est dans une industrie lourde avec des cycles longs, on peut avoir il y a 3 grands domaines, je dirais, dans une entreprise comme la nôtre. Bon, d'abord, il y a l'application du digital à l'efficacité industrielle. Avoir des opérateurs, comme on dit, digitaux, entre guillemets, enfin donner des moyens avec du digital à les opérateurs, ça peut leur permettre de faire des opérations plus efficacement, plus sûres, plus efficaces. Donc il y a tout un domaine d'efficacité industrielle. Il y a un domaine dans le commercial. Au passage, Total Spring, notre marque dans le B2C gaz et électricité, c'est complètement digital. Je suis disrupteur digital de mes collègues, de mes grands collègues traditionnels. Puisqu'en fait, on a racheté en Belgique une plateforme qui s'appelait Lambiris, qui avait 15% du marché belge du gaz et l'électricité. C'est 200 jeunes ou 300 jeunes qui sont à Liège, des gamins, enfin des pros de l'Internet, du digital. C'est une plateforme digitale, en fait. Et cette plateforme, on l'a utilisée pour attaquer le marché français dans un modèle totalement low cost. Donc ce que nous faisons dans ce métier-là, en fait, nous jouons les disrupteurs par rapport à des anciens grands de ces métiers-là, puisqu'on n'a pas de force de frappe commerciale. On fait tout ça dans un modèle digital. Donc on peut on peut être disrupté nous-mêmes, mais on a créé un truc qui s'appelle fuelmarket.fr. Le fuel, plutôt un marché qui va en déclinant. Et bien par fuelmarket.fr, on n'a pas mis Total pour éviter qu'on nous reconnaisse, même si dans le site on voit que c'est Total quelque part. À notre grande surprise, on a gagné des clients. On a gagné des clients, et il y avait d'ailleurs un concurrent qui commençait à se mettre sur ces créneaux-là. Donc dans le commerce, le digital, ça marche même sur des produits qui peuvent paraître lourds et compliqués à transporter. Et puis le dernier domaine du digital, c'est tout le domaine des relations de travail. Enfin, il faut bien voir qu'il y a des domaines comme l'intelligence artificielle appliquée au recrutement, à la gestion de carrière. Ça peut faire des pas de géant les entreprises. Il se passe des choses en ce moment dans le mode de fonctionnement où toutes ces technologies numériques et notamment l'intelligence artificielle vont changer de mode de fonctionnement. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui m'expliquait que dans leur boîte, le robot, entre guillemets, optimisait mieux les évolutions de carrière d'un certain nombre de personnes que les êtres humains qui... Bon, ça paraît bizarre, ça fait un peu peur. Bon, il faut quand même des hommes à la fin et des femmes pour arriver à prendre les décisions ultimes. Mais toutes ces technologies-là nous donnent des capacités d'action plus importantes. Donc, il faut les prendre à bord, même si dans un grand groupe. Donc voilà, c'est ça le digital. Alors, pour être honnête, c'est une grande surprise, mais comme quoi, d'ailleurs, ça m'a permis de relativiser l'importance de ces classements quand j'ai vu qu'on était devenu numéro 1 en 3 ans. Mais ça veut dire qu'on a des gens chez Total qui remplissent bien les questionnaires aussi. Donc, merci au Chief Digital Officer de Total. Mais ils en sont, à vrai dire, ça a l'air de rien, mais tout ça, c'est aussi un motif de fierté. Et la fierté, c'est très important dans des entreprises comme les nôtres, de trouver des nouveaux motifs de fierté, pas simplement d'être le numéro 1 français, ça ils le savent, surtout que maintenant LVMH passe devant nous, donc je sais que ça nous énerve, en capitalisation, mais on va les rattraper, mais il faut trouver des motifs de réussite, des motifs de fierté. Et parce que le moteur fonctionne comme ça, et donc c'est cette fierté, y compris que lorsqu'on fait des grosses acquisitions, Maersk Oil, ça a été un très grand motif de fierté dans l'entreprise, que de se dire on peut continuer à croître et à se développer. Voilà. Donc, et ça, c'est quand vous êtes à la tête d'un groupe comme ça, cette dimension est aussi importante à prendre en compte. Oui, vous parliez du fait que le digital était à l'origine venu d'une question interne en entreprise par rapport à la vision que les collaborateurs avaient d'une entreprise pas très moderne. Le digital peut aussi être au service de l'évolution interne de l'entreprise en termes de pratiques managériales. Vous avez parlé tout à l'heure des plateformes d'idéation. On a aussi entendu parler dans la presse de la création de smart rooms dans certaines filiales qui permettraient d'avoir les données en temps réel et donc en gros de permettre aux collaborateurs de devenir entrepreneurs au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces projets, de la manière dont ils permettraient de dynamiser l'image du groupe ? Non, mais chez nous, on a effectivement ce qu'on appelle le booster. Je vous invite à venir le visiter. On a créé au sein d'une des tours de Total à la Défense un étage totalement moderne où des jeunes, des équipes viennent faire de la créativité. Alors, ils se mettent dans des poufs. Il paraît qu'il faut que les poufs soient jaunes, bleus et verts et que c'est plus sympathique. Moi, je ne sais pas si c'est bon pour la colonne vertébrale, mais en tout cas, ils sont contents. Donc, il y a tout un temps de liberté qui doit être donné à la capacité de créativité des gens. Je pense que c'est ça l'idée.
Et je vois qu'il y a régulièrement des hackathons. Alors, ils font des tas de choses. On y fait participer des entreprises extérieures. Donc, c'est aussi une notion d'innovation, de faire vivre cet esprit d'innovation, de modernisme qui est important. Après, il y a des choses plus sérieuses en termes de smart room. Il y a le fait que, par exemple, on a créé au Royaume-Uni, en Angola, une smart room industrielle, c'est-à-dire qu'on avait 5 plateformes de production en Angola et on a décidé, parce que le prix se cassait la figure, qu'on ne pouvait pas continuer à faire, on faisait fonctionner chaque plateforme indépendamment. On a tout déporté à Luanda, sur la terre ferme. On a créé une duplication des salles de contrôle des 5 plateformes. Et on a réussi à faire des économies près de 100 millions de dollars en ramenant tout le monde, enfin pas tout le monde, en laissant sur les plateformes uniquement les opérateurs nécessaires et en mettant en commun toutes les équipes d'ingénierie dans la smart room. Alors, la smart room, ce n'est pas qu'une notion de start-up innovante, etc. Ça peut être aussi des moyens qui nous permettent d'évaluer en efficacité industrielle dans une entreprise comme la nôtre. On va passer maintenant à une partie un peu plus géopolitique. Le groupe Total repousse vraiment les frontières géographiques puisque vous opérez dans environ 130 pays. Finalement, vous avez beaucoup de relations avec les États, le pétrole ayant une dimension de souveraineté importante, et on peut parfois se poser la question de si on ne peut pas considérer Total comme un acteur global doté d'un rôle géopolitique. Alors, notamment, on peut se poser des questions en termes d'historique, puisque par le passé, Total, Elf, de nombreux pétroliers ont porté une image assez négative liée au problème de partage de la rente pétrolière. C'est une image qui s'est beaucoup améliorée dernièrement, notamment grâce à l'impact économique des infrastructures de Total installées dans les régions. En même temps, vous finissez par tenir un rôle parfois quasi régalien dans cette évolution économique des régions. Comment c'est perçu par les gouvernements, par les populations locales ? Bon, effectivement, enfin, le pétrole et le gaz sont effectivement... Nous mettons en valeur des domaines de souveraineté, des domaines miniers, qui sont attribués par les États à une société privée qui est Total. Et dans un certain nombre de ces pays producteurs, ces matières premières représentent une part significative des revenus du pays. Donc il y a une dimension de souveraineté dans ces métiers-là. Nous sommes en gros le développeur des ressources naturelles de ces pays producteurs. Enfin, un des partenaires, on essaie d'être le partenaire de choix de ces pays-là. Comme ça peut prendre dans certains pays des parts importantes des budgets nationaux, on est amené à intervenir et à avoir comme interlocuteur assez souvent les responsables les plus hauts de ces États-là. D'ailleurs, dans ce monde-là, nous avons Total à une nationalité. Je le réaffirme régulièrement, nous sommes le pétrolier et gazier, le pétrolier français. Nous sommes vus comme la major française. C'est-à-dire que dans ce monde, et la France a une valeur, ça compte, parce que la France a un atout, c'est qu'on est membre, la France est membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Donc, vu d'un certain nombre de pays sur cette planète, la France a une valeur géopolitique, a un poids géopolitique. Et ça rejaillit sur nous-mêmes, plutôt en bien en ce moment, des fois c'est moins bien, ça dépend des périodes. Donc, on est dans cette relation-là. Une fois que j'ai dit cela, il ne faut pas non plus exagérer. Je sais pas, mon job, c'est pas de faire de la diplomatie. Mon job, c'est de faire en sorte que l'entreprise Total, qui est une entreprise commerciale, de droit privé, l'État n'a pas une seule action chez Total, même si tout le monde pense le contraire, notamment à l'étranger, c'est de faire en sorte que cette entreprise développe au mieux les ressources naturelles de chacun des clients de nos clients, qui sont les pays dans lesquels on nous confie les domaines miniers, et donc de le faire le mieux possible. C'est ça. Et par exemple, en ce moment, au Moyen-Orient, qui est extrêmement une zone qui connaît pas mal de tensions, j'ai régulièrement répété à tous mes interlocuteurs, parce qu'on est aussi gros à Abu Dhabi qu'au Qatar, que demain peut-être en Iran, que moi j'étais qatari au Qatar, émirati aux Émirats et iranien en Iran, qu'il ne fallait pas me demander de choisir. Et il ne fallait pas me demander de choisir d'ailleurs parce que c'est une question de loyauté envers chacun de mes clients. Et mes clients, ce sont des États. Et donc ces États, comme tout client, je dois leur fournir le meilleur service dans leur intérêt à eux. Alors effectivement, ça m'amène, je vois que vous faites défiler des belles photos derrière moi, là, à faire des... Alors ça, c'est la partie fun du job de patron de Total, je dirais. C'est que ça m'amène à avoir comme interlocuteur des personnages, des hauts personnages de cette planète, que sont Vladimir Poutine, le président Rouhani. Voilà, et donc j'ai pu deviser avec le président Rouhani de la beauté de la poésie perse.
Donc il n'y a pas de doctrine totale en définitive en matière diplomatique? Non, non, la doctrine de Total, c'est simplement de travailler au mieux pour chacun des pays dans lesquels nous sommes. Et il n'y est pas question, et ce serait une grave erreur, que de faire des choix d'ordre géopolitique, parce que la politique, ça bouge, et nous sommes plus permanents. Total est né en 1924, un peu d'histoire. On est né en 1924, d'ailleurs l'histoire est amusante, parce que la France, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le cadre du traité de Versailles, avait, dans sa prise de guerre, obtenu la participation de l'Allemagne dans ce qui s'appelait la Turkish Petroleum Company, qui en fait est devenue l'Iraq Petroleum Company. C'était la compagnie qui exploitait le pétrole de Mésopotamie. Et la France, pendant la Première Guerre mondiale, avait eu un vrai déficit d'hydrocarbures, et ça avait été une vraie faiblesse face notamment aux Allemands, et alors que les Anglais avaient accès à ces hydrocarbures pour faire fonctionner des bateaux, etc. Et donc a obtenu ça. Et le Total a été créé pour prendre en charge. Donc on est au Moyen-Orient, vous voyez, depuis 1924. Et donc, nous avons traversé toute cette histoire du Moyen-Orient, et nous sommes aujourd'hui le pétrolier qui avons le portefeuille au Moyen-Orient le plus important. Et tout ça, c'est important parce que tout ça, ça renvoie à une culture, à un ADN. Et si j'ai hérité de quelque chose de Christophe de Margerie ou de Thierry Desmarest, c'est cette capacité à comprendre ces enjeux et à comprendre la façon dont je devais me comporter dans ce type de conflit. Et quand effectivement, au mois de juin, tout d'un coup, j'ouvre les news et qu'on me dit Arabie et Émirats attaquent le Qatar, tout de suite, il se trouve que je suis aussi gros au Qatar qu'aux Émirats et qu'on a une très grosse raffinerie. Il faut gérer tout cela. Mais encore une fois, non, c'est pas en faisant de la mauvaise politique, c'est en tenant notre axe. Notre axe, c'est le meilleur service possible à chacun de nos clients, donc à chacun des États où nous sommes installés. Après, si eux veulent choisir, qu'ils le fassent. Mais vous voyez, quand on a décidé, en mois de juillet, j'ai décidé d'aller signer un contrat en Iran, on aurait pu se dire, bon Dieu, il va perdre tous ses contrats ailleurs, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Je dirais même au contraire, on a vu un regain d'intérêt pour ce groupe qui avait l'audace d'aller signer en Iran. Ça veut dire qu'encore une fois, ces notions de fidélité, de loyauté qu'on mettait en avant, on les met en œuvre réellement. Justement, vous êtes la première major à revenir en Iran, mais comment vous faites pour gérer ce retour finalement, avec l'incertitude qu'il y a vis-à-vis des possibles retours de sanctions américaines? Mais ça, je veux dire, ça fait partie du job. Enfin, de toute manière, soyons clairs, soit il y a des sanctions, soit il n'y en a pas. Le monde est assez binaire pour moi. Total, bien évidemment, obéit à tous les régimes de sanctions internationaux. Il n'est pas question qu'on fasse... Maintenant, aujourd'hui, des entreprises européennes ont le droit d'aller travailler en Iran. Ce sont les Américains qui interdisent leurs propres entreprises d'y aller. Alors après, est-ce que je dois m'interdire d'aller travailler en Iran parce que les entreprises américaines ne peuvent pas à cause des États-Unis? C'est un sujet de compétition. C'est de la guerre économique, vous savez. Moi, qu'avant d'aller signer en Iran, et puis alors, maintenant les choses peuvent bouger. La difficulté de cette affaire, c'est l'incertitude, puisqu'on verra d'ailleurs, au passage, ce qui se passe aussi du côté de l'Iran bouge. Donc tout ça est un sujet complexe. Mais je vais vous dire, ça c'est une question de philosophie personnelle. Au mois de juin, j'étais arrivé à la conclusion que de toute manière, croire que sur ce sujet-là, on avait réussi à générer l'opportunité parce qu'on avait une histoire en Iran, qu'on avait été les premiers à aller les voir, qu'on avait négocié un contrat qui était tout à fait satisfaisant en gré à gré avec les Iraniens. Et après, c'est une question de verre à demi vide ou verre à demi plein. Si je faisais la liste de toutes les bonnes raisons pour pas signer, j'en aurais trouvé. Seulement, j'étais sûr qu'après, l'opportunité disparaissait. Si je faisais la liste des bonnes raisons pour y aller, bien sûr, c'était plus compliqué, il y en avait peu moins, mais au moins, nous créions l'opportunité. Et donc, on a créé l'opportunité, et j'espère bien qu'on pourra mettre en œuvre ce contrat. Alors maintenant, si la communauté internationale change d'avis, on devra suivre. Mais j'espère que non, soyons clairs. Nous avons signé pour mettre en œuvre le contrat, c'est clair. Et puis, bien évidemment, comme on n'est pas complètement absurde, dans ces contrats, on a aussi pris des assurances de précaution de façon à ce que si les choses variaient, on trouverait les moyens de récupérer notre argent. Mais alors après, c'est la force, c'est la chance d'avoir une entreprise comme Total, c'est que l'investissement en Iran, c'est $1 milliard dans la première phase. C'est beaucoup d'argent, mais par rapport à 150 milliards d'actifs, c'est pas beaucoup d'argent. Et donc, il faut savoir créer des opportunités. Et puis, ce que je me suis dit au fond de moi, c'est que si nous devions à un moment y renoncer, de toute manière, in fine, les gens se souviendront qu'on a cherché à faire l'affaire. Mais encore une fois, mon objectif, c'est bien de réaliser ce projet. Vous venez d'évoquer $1 milliard, mais vous pouvez payer en dollars en Iran ? Non, ce sera des euros, bien évidemment.
Vous êtes bon. Comment vous faites Non, assez facile parce que il se trouve que nous finançons tous ces projets qu'on appelle des projets d'exploration-production. On ne peut pas les faire en financement de projet, donc on n'a pas besoin de banquier. On finance ça sur nos fonds propres. Les fonds propres de Total sont des euros. Donc voilà, j'ai plein d'euros chez Total. Et donc voilà, je peux financer par moi-même sans avoir besoin de faire appel à aucun circuit financement bancaire que je ne trouverais pas d'ailleurs. Enfin si, je les trouverais d'ailleurs. Je les trouverais puisqu'on a été confronté au même défi sur la Russie. On vient d'inaugurer, vous avez sans doute vu des images à la télévision française, un gigantesque projet en Russie, Yamal LNG, 27 milliards de dollars. Alors pareil, je ne veux pas dire dollars. Et on l'a fait, malgré les sanctions qui sont intervenues sur la Russie, en allant innover, puisqu'on a monté un financement de projet avec des banques chinoises. Pour 12 milliards équivalent dollars, en fait, c'est 10 milliards d'euros. Donc on allait chercher des euros à Pékin, puisque en France, puisque les banques européennes avaient peur de l'oncle Sam. Voilà, donc on innove, mais c'est là qu'on voit qu'un groupe comme le nôtre peut tirer parti de la mondialisation. Mais peut-être qu'on a aussi ouvert la voie à d'autres entreprises que de montrer qu'on peut aussi faire des financements de projets. Parce que vous savez que le dollar, qui est la monnaie d'échange internationale, devienne une monnaie de droit d'un État, c'est une vraie question en soi pour l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, on a aussi, je considère, de temps en temps, il y a des moyens de faire les choses totalement légalement. Je peux vous dire que tant la Russie que l'Iran, nous sommes totalement compliants, comme on dit, avec les règles américaines. Parce que par ailleurs, on n'est pas naïf, nous sommes cotés à New York, on n'a pas oublié, comme à Paris. Pour finir sur cette partie géopolitique, on observe actuellement l'émergence d'un nouveau paradigme géopolitique global dans le monde du pétrole, puisque avec le dernier accord OPEP-non-OPEP, finalement se consacre l'émergence d'un duo Arabie Saoudite et Russie comme des swing producers, c'est-à-dire des pays qui à eux seuls sont capables, en jouant sur leur production, de jouer sur le prix du baril. Donc finalement, c'est un contexte vraiment complètement nouveau par rapport à l'OPEP qui avait joué longtemps un rôle de régulateur. Comment est-ce que Total peut gérer ce nouveau changement ? Quel est l'avenir du fonctionnement de l'OPEP en tant que cartel après cette évolution ? Total n'a pas d'influence sur l'OPEP, même si on rencontre régulièrement les divers ministres en question. L'OPEP, alors là pour le coup, c'est un organe des États producteurs de pétrole et les entreprises pétrolières. Nous, ce que nous devons faire, c'est dans les pays où nous sommes concernés par les quotas, nous les mettons en œuvre de façon, même si tout le monde est égoïste, on applique les politiques de l'OPEP là où on reçoit des instructions de le faire. Maintenant, c'est vrai que vous avez eu raison de souligner que ce qui s'est passé par l'accord de Vienne de novembre 2016 est un vrai changement géopolitique, puisque c'était la première fois dans l'histoire du pétrole que la Russie acceptait de signer un accord conjoint avec l'OPEP. La Russie n'avait jamais réduit sa production, jamais participé à aucune instance de régulation. Alors pourquoi l'ont-ils fait ? Et donc il y a eu ce rapprochement avec l'Arabie, puisque le roi Salman, pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie, un roi saoudien est allé en Russie. C'était cet été, c'était à l'automne 2017, donc c'est très récent. Bon, c'est un rapprochement d'intérêts. Il n'y a pas une très grande affection entre les deux pays, historiquement. Mais c'est un rapprochement d'intérêts parce que le prix du pétrole s'était juste effondré. Il faut quand même voir qu'on est passé d'un monde à 100 $ en 2014, première moitié, à 60 $, puis on est quand même tombé à 27 $ en février 2016, une moyenne de 40 $, et qu'à ce niveau-là, ces pays producteurs, notamment en plus la Russie qui subit l'effet des sanctions, tout ça devient très compliqué, y compris pour l'Arabie Saoudite. Donc leur intérêt conjoint économique, c'était une alliance pour arriver à faire jouer sur les prix du pétrole. Finalement, ça a l'air de fonctionner, puisqu'ils ont certes réduit leur production d'à peu près 6-7%, ils ont vu le prix grimper de près de 20%. Donc, ils ont gagné. Alors, c'est pas simple que ça, parce que tous les pays ne participent pas à ces accords-là, et notamment, il y en a un qui ne participe pas du tout, c'est les États-Unis, parce que les producteurs indépendants américains, eux, ils continuent à investir, ces fameux pétroles de schiste, etc. Donc, ce n'est pas un contrôle d'un marché, mais Russie plus Arabie, c'est quand même, à eux, la somme de ces deux-là, c'est plus de 20% du marché du pétrole mondial. Donc, quand vous avez deux pays comme cela qui commencent à contrôler leur production, ça peut avoir des effets. Alors, ce n'est pas aussi straight, parce qu'encore une fois, il y a des forces contraires. Puis il y a des égoïstes, quand les prix remontent, il y a des gens qui réinvestissent, donc il y a des phénomènes d'augmentation de l'offre. Mais effectivement, ce mouvement est important sur le plan géopolitique.
Vous avez abordé la question des hydrocarbures non conventionnels, donc du pétrole de schiste. Justement, est-ce que ce n'a pas été un facteur déstabilisateur supplémentaire d'avoir autant de producteurs aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas un autre swing producer finalement? Oui, il est plus swing producer celui-là que les deux autres, pour être honnête. Mais celui-là, il est non contrôlé pour le coup, puisque c'est les fonds américains qui mettent plus ou moins d'argent dans tous ces indépendants et qui leur donnent les moyens de se développer. Oui, c'est ça qui a profondément fait bouger le prix du pétrole. Enfin, l'histoire est intéressante d'ailleurs, hein. À $100 du baril, on a ouvert des champs technologiques nouveaux et notamment on a réussi à développer ces technologies dites non conventionnelles qui en fait sont fondamentalement coûté historiquement plus cher, mais qu'on a réussi et que les Américains ont réussi à rendre extrêmement efficaces. Et en fait, il y a eu un afflux de pétrole américain sur le marché qui était totalement pas anticipé. En 2008, les Américains, la production déclinait fortement. Cette année, les Américains sont devenus les premiers producteurs de pétrole au monde. Ils produisent plus de pétrole que l'Arabie et que la Russie. Donc il y a eu un énorme... Et ils ont mis sur le marché 5 millions de barils de pétrole, ce qui fait à peu près 5% du marché, qui sont arrivés en l'espace de 3 ans. C'est une des raisons fondamentales de la crise du prix du pétrole. Alors effectivement, quand le prix est tombé à 40, les mêmes producteurs indépendants américains, ils ont commencé à ralentir. Ils ont violemment ralenti leurs investissements. Je pense qu'à $65 du baril, ils vont réattaquer. Donc on va avoir un phénomène de yo-yo. Donc en ça, on peut les appeler les swing producers. Et comment se positionne Total par rapport à l'exploitation des pétroles et gaz de schiste? Nous, d'abord, on a plusieurs caractéristiques. Bon, le pétrole de schiste, c'est des technologies qu'on maîtrise. On produit au Texas. On a une propriété au Texas relativement significative. On a 2000 puits de gaz de schiste qu'on produit. On a mité l'aéroport de Fort Worth de tas de puits. On n'est pas très gros aux États-Unis, pour être honnête. Je ne considère pas que c'est la meilleure allocation de capital qui soit. C'est très capitalistique et la rentabilité ne me paraît pas très forte. Ceci étant, on a aussi un domaine très important en Argentine qu'on a découvert sous nos pieds, qu'on avait historiquement. Et donc, on est en train d'investir en Argentine dans ces technologies-là. Et qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du législateur français par rapport à cette question du gaz de schiste? Il fait des choix. C'est pas un peu frileux de... Mais vous ne m'avez pas beaucoup entendu crier. Donc ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'intérêt. Objectivement, tout ça est un peu... Je trouve que toute cette affaire me pose... Bon, en tant que patron Total, honnêtement, moi, le monde est grand. Si je ne peux pas forer en France, on va forer en Argentine, aux États-Unis, on va là où on peut forer. Et donc, je veux dire, il faut quand même être clair, la loi française s'applique en France et pas en dehors de la France. 2, en tant que citoyen français, je trouve que toute cette affaire a été dominée par l'irrationnel. Comme beaucoup de sujets dans notre pays, malheureusement, où le pays de Descartes est un peu en train de perdre tout d'un coup le cap, et alors qu'on est une nation plutôt d'ailleurs où les études scientifiques sont extrêmement portées haut, on a tendance sur certains domaines à avoir des débats publics qui perdent le fil. Et c'est dommage parce qu'en fait, je ne suis pas convaincu du tout qu'il y avait autant de ressources qu'on a bien voulu le raconter, mais tout le monde s'est mis à mentir dans ce dossier-là. L'exploration, vous savez, nous on investit chaque année 1 milliard d'exploration. On fait 40 puits par an et il y en a 35 qui sont secs, qui sont des échecs. C'est de la recherche et développement. Le pays est devenu fou avec l'idée qu'à partir du moment où on allait chercher, on allait trouver. Malheureusement, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Si chaque fois que je faisais un puits de pétrole, je trouvais, on serait encore plus riche. Mais c'est pas vrai. Et on n'a jamais réussi à avoir un débat rationnel sur cette affaire qui consistait... Et j'avais même proposé à l'État, d'ailleurs, de le faire sous contrôle de l'État, voire même en portant l'État, participant à ce puits. On le fait dans plusieurs pays. Bon, on n'a pas réussi à trouver cet obstacle. Je pense que profondément, la vérité, c'est que le sous-sol français ne recèle pas beaucoup d'hydrocarbures. Et donc, on a décidé... Ceci étant, je vous signale, la France a interdit de chercher les hydrocarbures sur le sous-sol, mais continue à importer les hydrocarbures. D'ailleurs, heureusement pour vous, parce que sinon, vous ne rouleriez plus. C'est l'heure du traditionnel... Donc, heureusement qu'il y a des pays qui acceptent qu'on produise des hydrocarbures. Sinon, le système ne bouclerait pas. Voilà. Effectivement. Alors, pour clôturer cette partie géopolitique, nous allons passer sur quelque chose d'un peu plus léger, puisque c'est l'heure du traditionnel petit jeu des mardis. Traditionnel pour vous, mais pas pour moi. Le principe est très simple, rassurez-vous. Je suis inquiet, là. C'est des questions à choix multiples et des réponses courtes. Il y a 5 questions. Alors, on attend les images. Hop. Pour vos vacances, vous êtes un habitué des destinations sauvages et reculées. Récemment, vous êtes allé au Groenland, en Papouasie. Quelle sera votre prochaine destination?
En Sibérie, car rien de tel que de retrouver la nature sauvage et l'or noir sous la neige blanche. L'Allemagne, toutes ces éoliennes à perte de vue vous apaisent. Ou la planète Mars pour explorer de nouvelles possibilités. La planète Mars, clairement. C'est quand même mieux. Mais le monde est extraordinaire. C'est vrai que je passe toutes mes vacances l'été dans des contrées étonnantes qui étonnent mes collègues, des collaborateurs. L'avantage, c'est que c'est toujours très loin. Donc finalement, on peut continuer à être patron du groupe Total et passer ses vacances à l'autre bout du monde. On y voit des choses merveilleuses. Et puis surtout, quand on revient en France, on se trouve que finalement, notre pays, il n'est pas si mal que ça. Voilà. Donc Mars, sans doute. Voilà. Alors, actualité oblige. Si vous étiez une chanson de Johnny, vous seriez Allumer le feu, même si vous avez promis d'arrêter de torcher le gaz. La terre promise, dans l'espoir de trouver le gisement inépuisable dont tous les pétroliers rêvent tous. Ma gueule, un petit cri de ras-le-bol face à l'image de grand méchant loup que se coltine Total. Oh, moi, je préfère la chanson Allumer le feu. Donc là, c'est un goût personnel. Je trouve assez sympa, en fait, Allumer le feu. Ça met un peu le... Il faut être iconoclaste, il faut mettre un peu le bazar de temps en temps. C'est bien Allumer le feu, c'est une belle chanson. Enfin, les trois sont pas mal d'ailleurs. Non, mais celle-là, elle est bien. Voilà. Donc, même si on va arrêter de torcher, on va continuer à produire du pétrole et à faire que les gens puissent se chauffer chez eux tous les soirs. Alors, l'or noir occupe une place importante dans l'imaginaire cinématographique. Si vous étiez un de ces films, vous seriez There Will Be Blood, parce que pour travailler dans ce milieu, il ne faut pas être un tendre. Deepwater, pour revivre 6 ans plus tard à l'explosion de Deepwater Horizon, en plein golfe du Mexique, un moment toujours agréable. Le monde ne suffit pas. Même si on ne vous souhaite pas la même fin que le magnat du pétrole, vous vous imaginez bien en tant que James Bond. Non, alors ça va être Deepwater Horizon. Clairement, c'est un très très beau film. D'ailleurs, l'an dernier, parce qu'il raconte donc cette catastrophe qui a été dans le golfe du Mexique, l'explosion du puits de Macondo de BP. Il y avait 1500 personnes, 1500 managers Total à Paris, et on les a invités à tous regarder le film ensemble. C'est un film qui est très fort. Bon, évidemment, c'est un film de cinéma, donc pour les experts ingénieurs de la salle, il n'est pas parfait, mais qui renvoyait à la première mission d'un groupe comme le nôtre, qui est la sécurité des opérations. Et avoir les 1500 personnes dans la salle regarder ce film pendant 2 heures, je pense que c'était la meilleure leçon pour moi que de leur dire ma vraie première priorité à moi, patron de Total, c'est la sécurité. Voilà, donc je suis obligé de parler de Deepwater Horizon. Franchement, There Will Be Blood, c'est le monde du pétrole d'il y a longtemps, quoi. Et puis j'aime beaucoup, je lis beaucoup de romans policiers, donc James Bond, mais non, c'est moins bien que... Je vous encourage à voir Deepwater Horizon. Si vous deviez créer une école, de qui vous inspireriez-vous ? Ça, c'est facile. Xavier Niel et 42, on ne vous reprochera pas de copier votre voisin. Jean-Michel Blanquer et l'ESSEC, puisque l'esprit pionnier, ça vous parle. Ou Charlemagne pour retourner aux valeurs sûres. Non, ce sera Xavier Niel. Et d'ailleurs, parce que nous avons un projet, j'ai un projet. Je trouve que ce qu'a fait... alors après, je vous parlerai de Jean-Marie Blanquer quand même, parce que sinon, d'autant plus que je suis à côté de lui après-demain à un petit déjeuner, puisque je vais prendre la présidence de l'Alliance pour l'éducation qui lutte contre l'illettrisme chez les jeunes. Et Jean-Michel Blanquer est à mes côtés. Donc, j'ai récemment échangé avec lui. Non, Xavier Niel, je trouve que l'école 42, c'est un modèle. Enfin, j'ai une ambition au titre de tout notre mécénat, qui est d'ailleurs de créer un ISO école 42 dans le domaine des métiers industriels, de robotique industrielle, et de façon à chercher à aider des jeunes d'ailleurs qui parfois cherchent leur voie à trouver des métiers, à revaloriser l'apprentissage en associant le nom de Total à ces métiers industriels. Et donc, je trouve que c'est un beau projet et il devrait y avoir plus d'écoles 42 portées par plus d'entreprises en France. Parce que, quelque part, et c'est pas à faire injure à toute l'action de Jean-Michel Blanquer, au contraire, je pense que l'État ne peut pas tout, comme j'ai dit dans un débat avec lui, et qu'il faut qu'on arrête de croire, nous, grandes entreprises, que l'État va faire, parce qu'on paye nos impôts, l'État va faire. Et je pense que ces sujets de formation professionnelle, nous sommes tout à fait légitimes à intervenir. Je sais que l'éducation nationale a du mal à voir les grands méchants loups, mais c'est pas les concurrencer, c'est ajouter d'autres pierres à l'édifice. Et dans cet apprentissage professionnel, des entreprises comme les nôtres doivent porter des projets. Donc voilà, école 42. Je dois d'ailleurs la visiter avec Xavier Niel dans les prochains jours. Vous voyez comme quoi ça tombe bien, le monde est petit. Alors, si vous deviez supprimer un numéro de votre carnet d'adresses, Mohamed Ben Salman Al Saoud, prince d'Arabie Saoudite, parce que finalement, quand on prône la parité dans son entreprise, il faut être cohérent. Nicolas Hulot, ce bobo écolo qui nous ruinera tous.
ou Poutine, parce que de toute façon, il ne lui reste qu'un mandat. Enfin, normalement. En fait, j'en ai qu'un numéro dans mon carnet d'adresse, et donc j'en aurais qu'un à supprimer, c'est celui de Nicolas Hulot, mais c'est pas nécessairement celui que je veux supprimer. Vous êtes dur avec Mohamed bin Salman, puisqu'il a au contraire décidé de permettre aux femmes de conduire. Il a mis fin à la police religieuse. Donc l'Arabie est un pays qui évolue très vite. La question que vous posez est très très compliquée. J'ai des intérêts importants en Arabie et en Russie. Donc comme tout ça passe sur YouTube ou Facebook, je vais avoir des problèmes. Et franchement, j'ai eu un échange avec Nicolas Hulot très agréable, et où on a beaucoup parlé de transition énergétique, où je pense qu'il a compris la démarche comme totale. Donc je vais vous dire, j'en supprime aucun. Voilà, je ne fais pas de choix. Je les garde les trois. Merci beaucoup. C'était pas si dur que ça, en fait. Je n'ai pas répondu. Désolé, je me suis échappé sur la dernière question, mais je ne pouvais pas faire autrement. Alors nous allons reprendre le fil de notre interview et aborder notamment, parce qu'aujourd'hui finalement les Français ne connaissent pas forcément toutes les activités de Total, donc on va faire un focus sur les différentes activités du groupe pour essayer d'aborder différents sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. On va commencer par l'entrée de Total sur le marché de l'électricité. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez lancé votre offre Spring en octobre dernier avec un objectif ambitieux de conquête de 10% de part de marché, soit 3 millions de clients en 5 ans, si je ne me trompe pas. Vous comptez tous les prendre aux fournisseurs historiques EDF ? En partie, oui. Les clients, le taux d'équipement en électricité et gaz de pays est quand même très, très élevé. Non, mais en fait, l'idée, elle est simple. Elle n'est pas nécessairement simple à mettre en œuvre. On a ouvert, la concurrence a été ouverte dans ce pays il y a une dizaine d'années. Il y a encore 38 millions de dormeurs, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas changé d'opérateur historique, que ce soit électricité, EDF ou gaz Engie. Et notamment parce qu'on pense, l'analyse qu'on a faite, qu'il y a une question de confiance. D'abord parce que, le service de ces gens-là est bon. Donc il y a une tradition. EDF est toujours une des entreprises les plus aimées des Français. Donc il y a une tradition de service de qualité, ce qui est bien pour eux. Mais aussi parce que finalement, la concurrence, les alternatives, il y a une question de confiance lorsque vous recevez un prospectus je ne vais pas citer de nom, mais de marques non connues. Par exemple, l'Empiriste, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Qu'est-ce que c'est sérieux ? Or, l'électricité, le gaz, votre épouse, elle a peur de... Moi, je l'ai vu chez moi, quand j'ai dit je vais mettre chez l'Empiriste sur le gaz, mon épouse m'a dit tu vas voir, ça n'a plus marché, puis comme tu n'es jamais là, c'est moi qui vais devoir me débrouiller, quoi. Donc il y a une question de confiance. Et alors là, pour le coup, on s'est rendu compte en faisant des tests que Total avait le facteur de crédibilité. C'est-à-dire Total intervient, apporte du gaz et de l'électricité. Les consommateurs ne se posent pas la question de savoir si le gaz et l'électricité va arriver chez eux. Et objectivement, il va arriver puisque c'est les mêmes molécules que celles d'avant. Donc, il n'y a aucun risque. Et donc, on a décidé, moyennant ce que je vous ai dit, un business model digital, on a racheté l'Empiriste en Belgique, et on utilise cette plateforme digitale d'attaquer ce marché. Avec également l'idée, et c'est important pour moi, que finalement, alors en France, on a d'autres atouts. Alors là, je parle dans une école de commerce, mais il se trouve que je vois Jacques-Emmanuel Saunier, le directeur de la com de Total, ont dépensé des budgets assez significatifs, une vingtaine de millions d'euros par an en France en budget publicitaire. Au nom corporate Total, le fait de réallouer une partie de ces budgets sur Total Spring, ça a un coût marginal pour Total très faible. En fait, on réalloue, puisque finalement, à la fin, c'est la marque corporate qui porte le nom. Donc, après tout, Et puis, deuxièmement, on le fait sur un service vis-à-vis des clients français. Et ça rejoint un message que j'ai essayé de passer tout à l'heure, qui est quelle est l'utilité sociale d'un groupe comme Total sur notre territoire historique, qui est la France. On est un groupe mondial, on fait des milliards de dollars de résultats, on est critique, à chaque fois qu'on fait des résultats plus gros, on dit qu'on en fait des trop gros, on ne paye pas assez d'impôts, etc., même si on paye énormément d'impôts sur la planète. Donc, in fine, apporter de l'énergie. Vous savez que finalement, je me suis rendu compte, moi, quand je me promène le week-end, les gens me connaissent comme le chef pompiste, quoi. Pour eux, dans ma ville de Sceaux où j'habite, quand je vais au marché le matin, les gens, ils considèrent que je suis le gars des stations-service, quoi. Pour les Français, Total, on apporte de l'énergie, on apporte des stations-service. Et c'est ça le lien entre les Français et l'entreprise. C'est pas nos investissements à Yamal LNG en Iran ou au Gabon, etc. Ils n'en savent rien. Alors, les élites savent, mais c'est pas une critique, pas de l'arrogance de ma part. Et donc, apporter un complément de service en apportant du gaz, de l'électricité à
nos concitoyens, c'est aussi le sujet d'utilité sociale de l'entreprise. En plus, leur apporter moins cher que les tarifs d'EDF, c'est pas mal, ça leur permet de faire des économies. Donc voilà, on fait bouger ce marché. Je trouve ça assez amusant d'être dans la position d'un challenger quand on est un leader. Alors après, on verra, on a 500 000 clients à peu près aujourd'hui, c'est pas si mal. Oui, vous avez parlé de Total en France comme distributeur d'essence dans les stations-service. Et effectivement, Total en France, c'est 3720 stations. 9 Français sur 10 en ont une à moins de 10 km de chez eux. Dans une interview, vous avez dit vouloir garder une présence sur les territoires indépendamment des profits. Donc, je cite, « On a un devoir de territoire et de rendre au territoire ce que l'on peut gagner par nos activités. » Donc finalement, c'est une formulation qui fait penser à une sorte d'obligation de service public à laquelle l'entreprise, pourtant, en tant qu'entité privée, n'est pas soumise. Comment est-ce que ce genre de décision se justifie auprès des actionnaires ? Non, mais les actionnaires, encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est que l'entreprise continue à faire des profits. Ce n'est pas action par action que je rends compte à mes actionnaires. Je pense que ce que j'ai dit, c'est que profondément, il y a un débat aujourd'hui sur l'utilité sociale de l'entreprise. Encore une fois, Total, et c'est un vrai sujet, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'analyse que je peux faire des mouvements politiques que l'on voit dans nos sociétés. Il y a une forme, quelque part, au premier tour de l'élection présidentielle, 50% des électeurs ont voté contre un certain nombre de modèles de mondialisation, etc. Ça fait beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Et quand vous réfléchissez à notre groupe, par exemple, en France, nous avons exploité le territoire, le gisement de Lacq. Total ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui si pendant 50 ans, nous n'avions pas exploité le gisement de Lacq. Le gisement de Lacq, il est épuisé. Et donc, il y aurait plein de raisons aujourd'hui de dire, d'ailleurs, c'était les plans du groupe, on a épuisé le gisement de Lacq, donc on va mettre la clé sous la porte à Lacq, et puis on va s'en aller, et puis on va continuer à investir en Argentine, aux États-Unis, en Iran, je ne sais pas où. Et puis le territoire de Lacq, c'est plus notre sujet. Pourquoi ? Parce que, et c'est la vision traditionnelle, parce qu'on paye nos impôts et qu'après tout, à l'État de faire gérer les solidarités collectives. Je pense que c'est une approche qui nous est... Et je me suis rendu compte très vite, en allant d'ailleurs dans la région de Lacq, puisque par ailleurs à Pau, on a un centre technique important avec 3000 ingénieurs et techniciens, que les élus, les populations ne pouvaient pas comprendre ce raisonnement consistant à dire ils s'en vont. Et que ça participait du fait qu'ils ne comprenaient pas en quoi une société comme Total ne garde pas ce lien. Et quelque part, je le répète, si aujourd'hui nous sommes le groupe que nous sommes et nous gagnons 10 milliards par an, c'est parce qu'on a tiré profit des ressources naturelles de Lacq. Donc je pense qu'on a un devoir vis-à-vis de ce territoire, d'où le fait d'ailleurs que j'ai décidé de reprendre l'activité de réindustrialisation du bassin de Lacq, qu'on a décidé de sponsoriser le club du rugby de Pau, c'est pas seulement parce que j'aime le rugby, mais tout ça c'est pour montrer l'attachement au territoire. Alors les stations-service c'est un peu pareil. En fait, on a, au fil de l'histoire, depuis, si on prend les 15 ou 20 dernières années, éliminé un certain nombre de stations sur ce territoire. Et vous avez des villages, des villes qui, effectivement, se retrouvent. Et quand vous lisez la question des gens qui sont en colère de tout ce qu'on appelle les territoires périphériques dans nos provinces, si vous devez faire 20-25 minutes de bagnole pour trouver de l'essence, vous avez un problème. Et donc, on a décidé, je leur ai dit, on va se donner un objectif de façon à mailler le pays. Et ce n'est pas qu'une question de service public, c'est, je pense, une question de... Je l'ai expliqué, j'ai exprimé une expression, j'ai dit qu'il faut rendre à la société. On rend à la société en payant des impôts, mais on peut rendre à la société aussi en faisant en sorte que dans nos métiers, les gens aient accès aux services. Donc on a essayé effectivement de mailler la France en regardant de façon à 90% de la population soit à moins de 10 minutes d'une station. Il y a des régions, ce n'est pas évident. Oui, il y aurait des logiques économiques à fermer certaines de ces stations. Mais je pense que de temps en temps, il faut savoir, parce que l'économie, elle est globale, et que lorsqu'on parle, vous savez, ce qui fait aussi la force d'un groupe, c'est l'image de son entreprise, et l'image participe de ça. Donc tout ça, c'est pas vrai que chaque actif doit être rentable économiquement. Ce qui est important, et le tout est plus important que la somme des parties dans une entreprise comme la nôtre. C'est la taille du groupe qui le veut dire. Donc je crois beaucoup à ce concept-là. Je vois pas pourquoi, je vais vous dire, les gens se font l'apologie des fondations des entreprises nordiques. Il se trouve qu'on rachète Maersk Oil, et donc j'ai été en relation avec la famille Maersk, qui est une famille qui possède, une fondation qui possède le groupe Maersk, possédé par la famille. Cette famille remonte des dividendes, et 200 millions d'euros par an sont dépensés dans diverses actions de mécénat au Danemark. Je ne vois pas pourquoi une famille privée le ferait et pas une entreprise cotée. Et c'est pas vrai, et je peux avoir le débat avec tous mes actionnaires, je peux démontrer que quand je fais cela, je le fais aussi et d'abord dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'encore une fois, ça participe globalement de la création de valeur d'une entreprise que aussi de s'occuper de notre utilité sociale.
Voilà. Donc, j'aurais peut-être sûrement doute pas tenu les mêmes propos, encore une fois, il y a 3 ou 4 ans, quand je n'étais pas le patron du groupe. Mais c'est quelque chose qui me frappe, qui me saute aux yeux. Et dans tous les débats actuels, je pense que c'est ça la meilleure réponse. Alors, cette interview tire à sa fin et nous arriverons bientôt aux questions du public. Donc, je m'adresse à la salle. Vous pouvez commencer à préparer vos questions. On va en poser de notre côté encore 2 ou 3 avant de passer la parole à la salle. Je vais passer un peu du coq à l'âne, du coup, puisqu'il nous reste peu de temps. Lors du naufrage de l'Erika en 1999, la société française avait été choquée par la gestion de la crise par Total, dont les dirigeants ne semblaient pas avoir pris la mesure de l'importance de l'événement. Thierry Desmarais, PDG du groupe, avait, lors de ses premières interventions, tenu un discours qui était essentiellement juridique pour clarifier la responsabilité de Total, ce qui était en décalage complet avec les mois suscités par l'accident et les attentes, finalement, de la société française. Le groupe a-t-il tiré des leçons de cet échec en matière de communication de crise ? Oui, d'ailleurs, il l'a fait dans la gestion de la deuxième crise qu'on a vécue, qui a été AZF 2 ans après. Thierry Desmarais les a tirés lui-même. Je pense que c'est une leçon, c'est qu'effectivement, d'abord, je pense que c'est facile de réécrire l'histoire. Sur le moment, je pense que la taille, la dimension de la crise ne sautait pas nécessairement aux yeux que tout allait se déverser sur les plages de Bretagne. Ensuite, ça veut dire qu'il ne faut pas être les maîtres des experts quand on est le patron d'un groupe. Et les experts juridiques, en l'occurrence, ont dominé, ont dicté quelque part à Thierry Desmarais la ligne de conduite, puisqu'il y avait un débat juridique sur le thème de est-ce que celui dont le bateau n'était pas à nous, hein, c'était pas notre bateau, on le louait, par contre la cargaison était à nous, et normalement en droit de la mer, il se trouve que nous n'avions pas de responsabilité juridique. Donc ça a dominé la communication, c'était une erreur, c'est évident, parce qu'il est évident dans ces cas-là qu'il faut donner la partie, vous savez, dans un cerveau, il y a 2 parties, il y a la partie cartésienne et la partie émotionnelle. Et il y a des sujets où il faut que l'émotion domine le cartésien, et donc ce que Thierry n'a pas su faire à ce moment-là, sans doute parce qu'on n'avait pas pris l'impact de la catastrophe et de l'impact. Bon, après, quand vous savez, en communication, c'est très compliqué, parce que quand les premiers pas sont mauvais, après, vous pouvez ramer, c'est le cas de le dire, et vous ramez dur. AZF a été beaucoup, beaucoup mieux géré, alors que la catastrophe avait des conséquences de vie humaine sans commune mesure. C'est pas que la vie des oiseaux ne soit pas importante, mais avec l'Erika. Donc, oui, on en a tiré des leçons et on a vécu d'autres situations où on a d'ailleurs des systèmes de communication de crise extrêmement élaborés et où la communication, d'ailleurs, joue un rôle absolument fondamental. Donc, il est évident que mais comme beaucoup d'entreprises, je veux dire, on est dans un monde où on est exposé. Encore une fois, Total, c'est pas neutre. Et donc, cette capacité à montrer une forme d'empathie tout en essayant de se mouvoir dans un cadre de contraint. Et oui, on a tiré des leçons. Bon, maintenant, ce qui est fait a été fait. Le mieux, c'est d'éviter d'avoir des Erika, pour être honnête, hein, parce que toutes ces histoires ne seraient pas arrivées si malheureusement. Voilà. Donc après, il faut travailler sur la sécurité des bateaux. Et c'est un sujet qui est compliqué. Dans le cadre de la communication de crise suite à la catastrophe d'AZF, on continue sur le sujet, mais d'une manière cette fois un peu plus personnelle. La communication de crise cette fois s'est centrée beaucoup plus sur les questions du risque zéro. Le PDG actuel le PDG du moment de Total expliquant bien que le risque zéro n'existait jamais quoi qu'on puisse faire. En tant que PDG actuel du groupe, comment vivez-vous avec ce qui peut un peu paraître une épée de Damoclès parfois d'un accident industriel de grande ampleur, et comment vous y préparez-vous ? Mais ça, c'est le talon d'Achille d'un groupe comme le nôtre. D'ailleurs, Macondo, BP l'a bien montré. Vous savez, la catastrophe de Macondo dans le golfe du Mexique, cette pollution, cette marée noire, a coûté 65 milliards de dollars à BP. 65 milliards, c'est la moitié de la taille de Total. C'était un tiers de celle de BP. Donc c'est massif. J'ai d'ailleurs dit, quand j'ai pris les fonctions, que la seule chose qui m'empêchait de dormir, c'était l'accident majeur. Et j'en ai tiré une leçon, c'est que je fais dans toutes mes interventions, je martèle la question de la sécurité. Et s'il y a bien une chose que j'ai cherché à influencer, et je pense qu'il y a un impact fort, on le voit dans les enquêtes internes, ça a été de marteler l'idée que notre premier devoir, parce qu'on est Total, parce qu'on est un groupe de cette taille, parce que même si le risque nul n'existe pas, la société n'accepte pas que nous puissions faillir. Elle ne comprend pas qu'une entreprise qui fait 10 milliards de résultats puisse au même moment avoir un accident grave. Il y a une espèce de refus. On doit être parfait. Alors, on ne peut pas être parfait parce que nous sommes des êtres humains, mais une exigence vis-à-vis de notre groupe qui est bien plus élevée qu'elle peut l'être par rapport à d'autres. C'est vrai dans tous les domaines, ce que je veux dire. C'est vrai dans la sécurité, c'est vrai dans le domaine social. Je veux dire, un jour, il m'est arrivé une aventure,
au même moment que Thierry Le Hénaff, qui dirige Arkema, qui fermait un site en France de la même taille, nous, on réduisait les effectifs d'un site en Lorraine, à Carlin. Nous faisions la une de tous les journaux. Son affaire, qui était de la même taille, il y avait une demi-ligne dans un journal caché perdu. Donc on a un impact et donc il faut le prendre en compte. Donc ce devoir d'exigence, on doit le porter. Et donc j'ai fait de moi, parce que finalement je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas être derrière toutes les vannes et tous les boulons de toute l'entreprise, c'est pas possible. Je dois faire en sorte que cette conscience que la priorité absolue est une sécurité. Et donc j'ai décidé, au bout de 6 mois, j'ai dit, la première valeur, la valeur du groupe, c'est la sécurité est une valeur. Ça veut dire, en gros, il n'y a pas de compromis possible. Ne me parlez pas d'arbitrage coût-sécurité. C'est une valeur. Et donc, vous devez faire tout ce que vous devez faire qui vous paraît bon au nom de cette valeur. Bon, voilà, c'est des mots. Mais en l'occurrence, les mots sont loin d'être neutres quand vous avez à essayer d'impacter un corpus de 100 000. Et puis plus que ça, parce qu'en fait, il y a 200... avec les sous-traitants qui travaillent chaque jour, c'est plutôt 500 000 personnes qui travaillent sur ce site chaque jour que 100 000. Quoi. Donc, c'est un sujet complexe, mais qui est majeur. Vous avez parlé lors de ce débat d'engagement social de l'entreprise. Nous finirons donc ce débat sur un sujet que vous avez repris à votre compte et qui vous tient particulièrement à cœur, à savoir la thématique de la parité, qui était également chère à votre prédécesseur. Vous présiderez l'édition 2018 des entretiens de Royaumont qui seront consacrés à cette question. Il y a eu beaucoup d'évolutions quand on regarde les employés de Total en termes de pourcentage, même si évidemment, comme il y a beaucoup d'ingénieurs et que les femmes manquent encore dans les ingénieurs, l'égalité n'est pas possible. Mais quand on regarde les chiffres du cabinet Ethics and Boards, qui publie chaque année un palmarès de la féminisation des grandes entreprises, on voit que, au contraire, Total était en 2016 classé au 24e rang et en 2017 est descendu au rang 42. Comment est-ce que vous pourriez expliquer finalement ces chiffres assez Non, mais d'abord, entre inattendus. les deux, il y a une femme qui est rentrée au comité exécutif, Namita Shah, qui est une avocate indienne que vous voyez sur cette slide. En fait, il se trouve que dans l'intervalle, il y a eu au niveau du conseil d'administration, où on était à plus de 50%, on est passé à 43%, puisqu'il y a eu un homme de plus qui est rentré au conseil d'administration de Total. Donc en fait, en l'occurrence, c'est la modification sur le conseil. Même si au conseil d'administration de Total, il se trouve que c'est une femme qui est mon administrateur référent, Patricia Barbizet, qui vient d'une école de commerce d'ailleurs, pas celle-là, mais la même que celle de Christophe de Margerie. Et puis c'est une femme qui préside le comité d'audit, Marie-Christine Cohen-Roquette. Donc les femmes ont un rôle éminent dans la gouvernance au niveau du conseil d'administration. Au niveau du management, donc j'ai effectivement nommé la première femme du comité exécutif. C'est une question qui est importante. J'ai aussi nommé, d'ailleurs, vous le voyez, Momar Enguer, qui vient de votre école, qui était le premier non-français, je dirais. Il y avait eu un Belge, pour être honnête, enfin, non-européen au comité. C'est une question qui, pour moi, nécessite de la légitimité. Il y a quelque chose qu'il faut faire attention lorsqu'on promeut nos femmes ou nos internationaux dans nos entreprises, c'est leur donner le temps d'avoir le parcours qui permette de faire en sorte que le jour où on les nomme, les gens ne disent pas « elle a été nommée parce que c'est une femme » ou « elle a été nommée parce que c'est un Africain ». Parce que ça, c'est très déstabilisant, y compris d'ailleurs pour les femmes elles-mêmes. Et nous l'avons vécu dans notre entreprise. Donc, il y a des parcours à faire. On a engagé un mouvement profond il y a une quinzaine d'années. Bon, les femmes, les internationaux arrivent à une certaine majorité. Après, il faut une question de volonté. Donc, il faut de la volonté managériale pour le faire, il faut le mettre en œuvre. Bon, tout le monde veut toujours aller plus vite, mais moi, je tiens à ce que les collègues qui sont dans le top 7, le top 6 du groupe, soient chacun reconnus comme étant d'abord là pour leurs compétences et leurs professionnels et leurs résultats, et que la légitimité de pouvoir piloter la totalité de cette entreprise mondiale soit reconnue par leurs pairs. C'est très important pour eux et pour l'efficacité de l'entreprise. Après, oui, il y a des domaines, mais par exemple, si vous me parlez d'égalité salariale homme-femme, je peux vous dire qu'on fait des campagnes tous les 3 ans, on vérifie, et tous les 3 ans, nous devons corriger, et que moi-même, chaque fois il y a des campagnes annuelles salariales, je vérifie personnellement, est-ce que les augmentations sur les femmes, sur les hommes, j'ai dû renvoyer il y a 2 ans la copie à mes collègues, ils ont rebouclé pendant une semaine. Cette année, c'était fait, on arrive à l'obtenir. Donc c'est une question aussi d'impulsion qu'on donne. D'ailleurs, à ce propos, le classement 2017 du cabinet Ethics and Boards indiquait qu'il n'existait pas chez Total d'objectif de mixité dans la rémunération. Non, mais parce qu'il ne peut pas exister 50 objectifs dans la rémunération. Je veux dire, ça fait partie des tartes à la crème dans les entreprises. Tout sujet doit donner lieu à un objectif. Donc, il y a la mixité, la diversité, le CO2. Donc, je vais vous dire, et alors à la fin, ça fait les entretiens annuels ou les entretiens objectifs, il y a tellement de paramètres qu'on s'y perd.
Donc il y a un objectif global, le PDG d'ailleurs en tête, qui s'appelle, de façon générale, il y a un paramètre qui couvre à la fois d'ailleurs des questions de climat, d'écologie et de diversité. Et le conseil d'administration juge des progrès que nous faisons. Après, encore une fois, chacun, c'est quelque chose de classique de dire est-ce que la mixité est plus importante chez nous que l'internationalisation? C'est pas totalement évident dans un groupe mondial. Voilà. Même si la mixité fait partie des axes sur lesquels il faut progresser, j'en ai pas de doute. Donc on sera meilleur l'année prochaine. Voilà. Mais on ne peut pas être premier à l'ICAC 40 et premier à la mixité. Voilà. Ben, chaque combat en son temps. C'est pas... Mais bon, puisque j'ai accepté de présider les entretiens de Royaumont sur ce mode-là, peut-être que ça va aider à faire progresser l'idée dans l'entreprise également. Ça, c'est un moyen aussi... vous savez, les collaborateurs observent beaucoup ce que fait un PDG, et donc quand il va faire ça, ils vont dire tiens, il a passé du temps sur ce thème-là. Donc ça veut dire que c'est important. Voilà. C'est aussi un moyen de lancer des signaux dans une grande organisation. Merci beaucoup, Patrick Pouyanné, pour vos réponses. Nous allons donner la parole à la salle en commençant par une question de notre nouveau partenaire, le journal La Tribune. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro juste là ? Bien, bonsoir Patrick Pouyanné, bonsoir à toutes et à tous. On est très fiers à La Tribune, dont je dirige la rédaction, d'être présent ce soir, de faire ce partenariat avec les Mardis de l'Essai. Je voudrais féliciter les intervieweurs et la qualité du débat. Très rapidement, Patrick Pouyanné, je voudrais revenir, vous proposer de rallumer le feu sur la question de l'objet social de l'entreprise. Il y a un peu moins d'une semaine, Nicolas Hulot, avec 3 autres ministres, Bruno Le Maire, la ministre de la Justice, la ministre du Travail, ont tenu une réunion pour lancer une mission pour justement réformer l'objet social de l'entreprise dans la loi, poser la question de l'objet de l'entreprise comme constitué dans l'intérêt de ses associés. C'est ça aujourd'hui que dit le Code civil, le Code Napoléon. Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il faut le faire? Le MEDEF a dit que ça serait ouvrir une boîte de Pandore, que ça pourrait être extrêmement dangereux. Quelle que soit, et j'ai entendu l'évolution dont vous avez parlé, effectivement, la prise en compte aujourd'hui des parties prenantes est quelque chose qui est, dans la réalité des entreprises, quelque chose qui se fait. Faut-il aller dans le domaine de la loi, ou est-ce que vous pensez que c'est une frontière qu'il ne faut pas jouer parce que philosophiquement, et peut-être donner aussi peut-être votre vision philosophique de l'entreprise, nous sommes à l'ESSEC et c'est une question importante, philosophiquement, ça en changerait la nature. Merci beaucoup. Non, mais j'ai une position très claire sur ce sujet. D'abord, je pense à travers mes propos vous avoir démontré que je n'ai pas besoin d'une loi pour faire des choses. Et que je pense que lorsqu'on parle de ces questions-là, introduire le juge dans la vie des organes de gouvernance des entreprises, c'est extrêmement dangereux. Je ne suis pas favorable à une évolution du Code civil. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse créer d'autres types de sociétés, comme ça existe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des C-Corp et des B-Corp. Les C-Corp sont les sociétés classiques, et puis les B-Corp sont des sociétés dites à bénéfice, ou comme il existe des fondations dans les pays nordiques. J'ai parlé des Maersk, parlé des Wallenberg, etc. Après tout, chacun est libre d'établir le mode d'association pour créer une entreprise. Et si certains souhaitent aller vers un mode d'association qui a plus une vocation solidaire, pour reprendre un terme, puisque Nicolas Hulot est ministre de l'économie solidaire, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il faut imposer ce modèle-là à toutes les entreprises? Je ne vois pas pourquoi, de quel totalitarisme on ferait ça. Donc, il y a... Et puis, c'est des sujets extrêmement complexes. Le Code civil, alors bien sûr, on va me dire, on a réformé le Code du travail, pourquoi pas le Code civil? Oui, mais le Code du travail, justement, on l'a réformé parce qu'il y avait le juge dans les entreprises tous les matins. Alors, on ne peut pas faire la même chose dans le Code civil. Donc, je pense que ce débat, il va trop loin et trop vite. Je pense, que les entreprises font beaucoup de choses, sont engagées. Et puis, c'est une réponse assez classique en France. Dès qu'on a un problème, il faut aller légiférer. Alors, moi, ce que je suis frappé, c'est que tout nouveau gouvernement, quel qu'il soit, commence à dire on va moins légiférer. Acte 1 de la parole de n'importe quel président. Puis acte 2, c'est n'importe quel sujet, il faut légiférer. Voilà, c'est juste on fait le contraire, parce que bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence dans ce pays que de faire cela. J'ajoute que le gouvernement, en ce moment, a bâti toute une politique qui vise à la question d'attractivité de la France, et de façon plutôt réussie.
L'image de la France a profondément changé depuis 8 mois à l'étranger, je vais vous le dire, et la loi sur le travail, la loi fiscale, donne le sentiment que, et notamment sur un point fondamental, que l'entreprise est bien vue dans ce pays. Et que s'il y a bien une chose qui a été faite, ce n'est pas d'opposer l'entreprise aux politiques, mais c'est au contraire de dire c'est l'entreprise qui crée des emplois et c'est par elle qu'on va, les entreprises, et par elle qu'on va réussir à redresser le pays. Alors, honnêtement, ouvrir ce débat philosophique qui est en train de cliver, de créer un clivage entre le monde politique et le monde des entreprises, ce n'est pas la priorité du pays. La priorité du pays, c'est de redonner des jobs aux jeunes, c'est de redresser les finances publiques, c'est ça, tout ce qui est lancé. Pourquoi se lancer dans ce débat philosophique? Donc, ce n'est pas de la philosophie, je pense que je l'ai dit ce que je pense, mais laissons les entreprises responsables, arrêtons, parce qu'on a un sujet, de vouloir aller mettre des choses dans la loi. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas opposé du tout à ce qu'on crée une autre catégorie de société, pourquoi pas? Je veux dire, si certains veulent se transformer en entreprise à vocation prioritairement de bienfaisance, pourquoi pas? Je l'ai dit, au sein d'une entreprise comme la nôtre, je pense qu'il faut qu'on le montre. La soft law, c'est pas mal. Dans les pays anglo-saxons, on arrive aussi à faire prendre des engagements et à les tenir par de la soft law. Donc, bon, maintenant, je fais confiance. Il y a une mission confiée à 2 personnes raisonnables, que sont Madame Notat et Jean-Dominique Sénard. On verra ce qu'ils écriront. Mais je comprends aussi... alors, naturellement, c'est pas parce qu'il y en a 2 qui sont prononcés pour qu'il faut engager les 120 autres. Voilà. Bon, mais encore une fois, le débat est lieu. Honnêtement, je pense que le pays, en ce moment, a des débats plus importants que de chercher à cliver entreprise contre politique, parce que c'est une des raisons pour lesquelles, après, les Français n'ont plus confiance dans les entreprises. Et je pense que le fondamental, si on veut arriver à redresser le pays, c'est d'abord de remettre des valeurs en ordre. Il faut avoir confiance dans les entreprises. Et très bien, si certaines veulent choisir des modes d'association solidaire, qu'ils le fassent. Si d'autres veulent faire des modes d'association plus classiques, qu'ils le fassent aussi. Voilà mon point de vue sur la question. Mais je fais confiance à la raison. Et vous verrez que ce débat va se dégonfler. Il paraît moins majeur que d'autres dans le pays, encore une fois. En fait, il me va pas. Bonjour, Augustin Derville, étudiant à l'ESSEC. Vous avez le droit d'être directeur, hein, il est là au premier rang, il ne va pas être content, mais allez-y. Non, moi j'ai une question sur... j'ai entendu que récemment Air Liquide et Engie, d'ailleurs Air Liquide qui n'est pas énergéticien à l'origine, se lançaient dans l'hydrogène, notamment pour le stockage de l'énergie. On voit que Total prend une direction un petit peu opposée avec plutôt les batteries. C'est quoi votre vision sur ce futur débat qui sera hydrogène-batterie? Non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en fait. Le vrai débat, c'est le débat du stockage de l'énergie. Bon, alors j'ai pas une équipe d'ingénieurs en face de moi, mais si vous vous souvenez vos cours de physique, l'électron, c'est le machin le plus compliqué à stocker. L'électron est récalcitrant au stockage. C'est très compliqué de stocker de l'électricité. Et donc, c'est un des sujets d'ailleurs qui objectivement a finalement assez peu progressé dans les 40 dernières années. Alors on fait des progrès par l'électrochimie, faire des batteries, c'est une technologie mais qui coûte cher. Bon, les gens disent en ce moment, parce qu'on arrive à faire des batteries électriques pour véhicules, on a réglé le problème. On est loin d'avoir réglé le problème des batteries de grande échelle pour pouvoir stocker de l'énergie renouvelable, puisque les renouvelables, ça a un vrai défaut, c'est l'intermittence. C'est-à-dire qu'il fait soleil quand il fait le jour et il fait du vent quand il fait du vent, mais vous voulez appuyer sur le bouton et vous voulez avoir l'électricité tout le temps. Donc il faut stocker cette énergie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand j'investis dans 100 MW d'énergie solaire, je n'en utilise que 18%. Donc c'est extrêmement capitalistique, à un rendement très faible. Le vent, c'est à peu près 30%. Donc il faut stocker de l'énergie. Alors on est tous à la recherche de ce Graal. Bon. Et en fait, la vérité, c'est que nous, on a investi dans Saft, société qui fait des batteries, avec l'idée de pousser de là. Mais on est aussi associé d'ailleurs à Air Liquide dans le Conseil mondial de l'hydrogène. Et d'ailleurs, dans les accords récents que nous venons de signer avec Engie, il y a tout un domaine sur l'hydrogène vert, avec l'idée de travailler ensemble pour voir si on peut stocker de l'hydrogène. Alors le problème qu'on a, c'est que cette filière, alors là il faut comprendre un peu pourquoi les gens parlent de ça, parce qu'ils disent on a plein d'énergies renouvelables, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette énergie et on va faire ce qu'on appelle de l'électrolyse de l'eau. On va prendre de l'eau, on va apporter de l'énergie à l'eau et avec ça, on va faire de l'hydrogène qu'on va mettre dans le gaz et on va stocker ce gaz. Bon, le problème, c'est que la technologie qui consiste à faire de l'électrolyse de l'eau pour faire l'hydrogène est très coûteuse.
Et d'ailleurs, la preuve, c'est que pour fabriquer de l'hydrogène, aujourd'hui, Air Liquide, ils ne font pas d'électrolyse. Ils font ce qu'ils parlent ils partent du gaz, et à partir du gaz, ils extraient de l'hydrogène. C'est comme ça qu'on fait fonctionner les raffineries. On est bien placé chez Total parce qu'on est un des plus gros consommateurs d'hydrogène au monde dans le raffinage. Donc, c'est un débat complexe. Et nous, aujourd'hui, on travaille sur les deux voies. Alors, plus sur les batteries, on y a plus investi, mais on regarde aussi, avec Engie notamment, puisqu'on a signé cet accord, de voir si on peut rendre rentable. Mais en gros, ayez juste en tête que pour que cette filière soit rentable, il faut que le prix du CO2 soit de l'ordre de 200 à 300 $ la tonne. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore pour mettre tout cela, pour en faire une solution. Alors mais très bien, ça veut dire qu'il faut, sur ces sujets-là, encore travailler. On avait une question devant aussi. Oui, bonjour. Bonjour, je suis élève en master spécialisé, et pas seulement. Total est aussi la majeure de l'énergie responsable, et tant qu'à faire le leader du solaire. Pourquoi ne pas créer un OGCI du solaire ? Et est-ce que c'est parce que vous trouvez que les accords de Paris sont suffisamment bien écrits et qu'on va tenir le scénario 2 degrés ? Ah non, ça, je ne sais pas si on va les tenir. D'abord, il existe des associations solaires, ça s'appelle Terawatt, c'est d'ailleurs ma collègue d'Engie, Isabelle Cocher, qui la pilote au niveau mondial, dont nous sommes membres. Non, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Il faut d'abord avoir en tête que la somme de la contribution de tous les États, elle ne fait pas 2 degrés, elle fait plutôt 3 degrés. Donc il y a un vrai challenge, un challenge technologique majeur. Bon, maintenant, il faut croire, et je suis optimiste de façon générale sur le fait que les technologies bougent et qu'il faut qu'on contribue à tout cela. Mais le solaire n'est pas la solution. Il y a aujourd'hui une vraie erreur, c'est de croire qu'il faut opposer ces énergies. Il ne faut pas les opposer. Le monde a profondément besoin de... Il y a une population plus nombreuse. Vous savez, on est 7 milliards. Je vous ai dit qu'1,5 milliard n'avait pas d'accès à l'énergie aujourd'hui. On sera 9 milliards en 2040-2050. On fait 3,5 milliards de plus de personnes à qui il faut amener de l'énergie. Si on fait... Le calcul que je viens de faire, ça veut dire qu'il faudrait augmenter la demande d'énergie de 40%. Si on fait cela, on est dans un monde à 4 ou 5 degrés. Donc d'abord, il faut faire en sorte qu'on développe des technologies extrêmement économes en énergie. C'est le premier fondamental. Et puis après, parce que, encore une fois, des pays comme la Chine, comme l'Inde, ce qu'ils ont, c'est du charbon, il faut arriver à les convaincre, et parce qu'ils veulent avoir accès au même niveau de développement économique que nos pays occidentaux, que nos pays européens, eh bien, il faut leur apporter cette énergie, et ça sera un mix de pétrole, de gaz, de moins de charbon, de renouvelables. Mais on ne va pas du jour au lendemain tout changer. Ça, je crois que c'est pas vrai, parce qu'encore une fois, c'est fondamental, et que peut-être que dans nos sociétés, ici, on est prêt, parce qu'on a les moyens financiers, le niveau de vie, à faire en sorte de passer des véhicules thermiques à des véhicules électriques. Ça, pourquoi pas ? Encore que c'est vrai pour les villes, dans les campagnes, on verra, c'est beaucoup plus compliqué que cela. On n'est pas prêt à faire ces sauts-là dans plein de parties du monde. Donc il ne faut pas qu'on regarde ce sujet uniquement à travers nos yeux d'occidentaux, même si on peut avoir une forme d'exemplarité dans nos comportements. Donc c'est un sujet complexe sur lequel... donc voilà, donc moi je suis à la fois dans l'OGCI pétrolière, mais je suis aussi dans Terawatt solaire. Après, et il faut faire cohabiter tout cela, il faut pousser l'ensemble de ces énergies et pas les opposer. Patrick Pouyanné, merci encore pour vos réponses, pour votre venue. S'il y a d'autres questions, ce sera au cocktail. Eh bien, merci à vous pour votre écoute.